Bien, écoutez, je suis très, très honoré, très flatté, bien sûr, d'être, après avoir été déjà nommé membre de cette prestigieuse assemblée, d'être invité par elle-même pour parler sur un mode qui n'est pas tout à fait habituel. D'abord, je suis assis. Je me souvenais qu'il y a des scientifiques qui parlent debout, puis il y en a qui parlent assis. C'est la première fois que je me trouve dans la catégorie de ceux qui parlent assis. Mais on m'a dit que c'était comme ça. Et pour parler un petit peu de moi, surtout de ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire, et ensuite, à partir de ça, répondre bien sûr aux questions pour une période plus longue, j'espère, que mon simple discours. Et également, je voulais dire en exergue que pour sauver du temps et se laisser plus de temps à discuter, à répondre à des questions, j'imagine qu'il y en aura plus que je ne pourrai élaguer au passage. Il y a des diapositives qui me serviront d'introduction, qui seront un mot, et le contenu, éventuellement, je dirais, si ça vous intéresse, vous me reposez des questions, on revient dessus assez facilement. Alors, donc, le titre que j'avais choisi, c'était « Neurosciences et recherche clinique », parce que les neurosciences, c'est extrêmement important, et puis parce que la recherche clinique, ça l'est aussi, et que l'un et l'autre, souvent, ont des connotations très variables en fonction des personnes qui y sont exposées ou qui y pensent ou qui en parlent. Et ça vaut la peine souvent qu'on on précise un certain nombre de choses. Alors, je m'appelle Halim Louis Benhabine, on m'a demandé de me présenter. Je le dirai tout de suite, d'ailleurs, Halim, c'est un prénom qui n'est pas tout à fait savoyard, on va dire. Et parce que mon père était médecin algérien, faisait études à Grenoble, il a rencontré une infirmière savoyarde par le fait, et me voici. Donc, et comme en plus mes deux parents avaient des objectifs différents pour moi, l'un voulait que je sois médecin, devinez lequel, l'autre voulait que je sois plutôt un scientifique, et que j'étais un garçon obéissant, ben pour faire plaisir aux deux, j'ai fait les deux. Alors, je voudrais dire aussi que je parle au nom de toute une série de personnes, ceux qui ont travaillé avec moi pendant toute ma carrière, et qu'actuellement, je suis le responsable d'un nouveau centre de recherche du CEA, sur lesquels je m'étendrai un peu plus, et qui dépend de toute une série d'entités qui nous gouvernent. Alors, qui suis-je? Qu'ai-je fait? Eh bien, j'ai fait des études de médecine, je dirais comme tout le monde, des études de sciences physiques en même temps, parce qu'à Grenoble, j'avais la possibilité de le faire. Les petites villes ont des avantages, et que je ne suis pas sûr qu'avec les structures actuelles de l'enseignement, ce serait aussi facile de mener deux carrières jusqu'au bout, puisque j'ai une thèse de médecine et une thèse de physique. J'ai fait une carrière hospitalo-universitaire qui consiste en 3 chapitres habituels: traiter des malades, faire de la recherche et enseigner les résultats, ce qui est un triptyque tout à fait passionnant, qui n'est pas toujours facile à assumer au quotidien. Et puis j'ai eu la chance, au cours de cette carrière, de faire une découverte thérapeutique innovante, sinon ce n'est pas une découverte, efficace, ce qui est important en médecine, et qui est tellement efficace qu'elle dure depuis 30 ans, même si, comme je le dirai en cours de route, on ne sait toujours pas comment ça marche. Mais après tout, ça marche. Donc, so what, comme diraient les Américains. Et depuis, j'ai une retraite qui était un rêve, enfin, qui a permis d'aboutir à l'exécution d'un rêve qui m'a été offert en récompense, mais qui m'a donné un challenge auquel il faut que je réponde, et on verra ça ensemble. Et à travers ça, je bénéficie à nouveau d'un cadre de recherche, des moyens, des projets, et heureusement, nous en avons quelques résultats. Tout ceci depuis 10 ans, puisque j'ai pris ma retraite à 10 ans, c'est mon anniversaire aujourd'hui, 75 ans, donc ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Alors, tout le long de ma carrière, il y a 2 mots, à mon avis, qui dominent. J'ai eu de la chance, tout le temps. Une famille, des amis, des maîtres, des élèves, des collaborateurs, tous d'exception, et ça parle par soi-même, et c'est ça qui m'amène, je crois, à être ici aujourd'hui. Je vous en remercie encore une fois. Alors, les neurochirurgiens, puisque je suis neurochirurgien, comme je ne l'ai pas encore vraiment dit, ont un privilège fantastique qui est d'observer une des plus belles structures de l'univers, qui est le cerveau, et d'en observer les fonctions, mais aussi il se peut que ça dysfonctionne et que du coup on ait parfois des symptômes, le plus souvent dus à des maladies. Les médecins
ont le but, la mission de traiter les symptômes et, quand c'est possible, ça n'est pas si souvent que ça, la maladie elle-même. Alors, la maladie de Parkinson, qu'est-ce que c'était en 1987? Pourquoi 87? C'est il y a 30 ans, mais c'est surtout l'année où j'ai eu la chance de mettre la main sur la méthode qui depuis est le traitement neurochirurgical de référence de la maladie de Parkinson. Alors vous savez que la maladie de Parkinson, c'est dû, on a des neurones dopaminergiques qui produisent la dopamine, la substance noire. C'est une maladie neurodégénérative qui fait que, au terme de cette maladie, on a perdu tous ces neurones, du coup on a perdu la production de dopamine en très grande partie, ce qui entraîne des symptômes qu'on appelle la triade parkinsonienne, le tremblement, qui est le plus spectaculaire, mais ce n'est pas le plus ennuyeux, et la kinésie et la rigidité qui font que les gens font tout lentement. On croit même qu'ils pensent lentement, ce qui n'est pas véritablement. Ça concerne un nombre important de personnes, 150 000 personnes, 10 000 nouveaux par an. Elle est progressive, ça cause, j'ose plus tout à fait dire qu'elle est inconnue, mais on ne sait pas véritablement encore ce qui se passe, qui en est l'origine, même si les étapes ensuite on les connaît, et probablement il y a une collusion entre un gène de prédisposition et un toxique environnemental. Il est certain que toutes les personnes dans une famille, par exemple, qui vont être exposées pendant des décennies à une certaine toxique ne vont pas nécessairement être parkinsoniens. Donc, quel est l'éventail thérapeutique qu'il y avait en 1987? Eh bien, la chirurgie ablative qui était apparue au moment où je suis apparu, c'est-à-dire il y a très longtemps, et qui consistait à faire une destruction dans certains endroits du cerveau, tels que vous le voyez ici, avec des résultats qui sont sur une base essentiellement empirique et qui donnaient, donc c'est ce qu'on appelle la chirurgie ablative, et qui avait des effets essentiellement sur le tremblement, qui n'est pas le plus important, mais également des complications, en particulier des complications, je dirais, négatives. Vous voyez que cette lésion, ce n'est pas moi qui l'ai faite, elle n'est pas au bon endroit, elle devrait être ici. Et quand vous n'êtes pas au bon endroit dans le cerveau, vous n'avez pas le bénéfice que vous attendez, et souvent, vous avez les inconvénients que vous n'auriez pas souhaité avoir. Le traitement médical, à l'opposé, remonte à moins longtemps. Dans les années 63, on a appliqué un traitement. Certains ont vu le film L'éveil, mais c'est surtout dû à l'invention par Arvid Carlsson de la levodopa, qui est un précurseur de la dopamine. Ça lui a valu le prix Nobel en l'an 2000. C'est une thérapeutique substitutive, c'est-à-dire on va donner aux gens ce qui leur manque, et comme la dopamine, si on l'avale, elle ne passe pas la barrière, et notamment la barrière hémoencéphalique, ce qui se passe, c'est qu'il a inventé, il a trouvé une formule chimique qui est un précurseur, la levodopa, qui passe dans le cerveau où elle est décarboxylée pour donner à ce moment-là la molécule dopamine et son efficacité. Alors l'effet est spectaculaire, on a parlé de drogue miracle, et c'est vrai quelque part, avec un effet sur les 3 symptômes et pas simplement le tremblement, mais on parle de lune de miel parce qu'au bout d'un certain temps, enfin il y a des mariages qui résistent avec des lunes de miel très longues, mais dans la maladie de Parkinson, les lunes de miel avec la dopamine, elles durent entre 6 et 10 ans, en particulier quand il y a de fortes doses, et on voit apparaître à ce moment-là des dyskinésies, qui sont des mouvements anormaux, involontaires, qu'on décrit joliment sous le terme de danseuse balinaise, mais qui en fait sont des contorsions qui gênent parfois plus les malades que la maladie elle-même. Alors, tout ça pour dire que l'état d'esprit des thérapeutes dont j'étais était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a d'autres solutions pour traiter les malades et ne pas avoir les inconvénients. Et c'est là que survient ce qu'on appelle maintenant la serendipity, c'est-à-dire en fait le fait que vous croisez un événement auquel vous ne vous attendiez pas, qui n'avait rien à voir ce jour-là ou à ce moment-là, et parce que vous êtes préparé à cela, Pasteur disait, il faut avoir un esprit préparé, eh bien, je ne dirais pas que ça vous empêche de dormir, mais votre problème dans votre domaine d'activité, c'est qu'est-ce que je pourrais trouver qui permettrait de résoudre les questions posées. Et c'est ainsi qu'en 87, donc 30 ans, pendant une thalamotomie, donc une lésion qui se faisait dans le thalamus, pour non pas la maladie de Parkinson, mais un tremblement essentiel qui ressemble un peu
si ce n'est que c'est totalement différent, mais l'amplitude du tremblement est extrêmement importante et elle réagit très bien à une thalamotomie, à une lésion dans le thalamus. Et pour être sûr qu'on fait la lésion au bon endroit, pour avoir les avantages et pas les inconvénients, eh bien, on avait l'habitude de stimuler, avant de faire une lésion, au bout de l'électrode, dans le cerveau pour vérifier qu'on n'était pas ailleurs. Et cette stimulation, elle se faisait d'habitude aux alentours de 30 à 50 Hz, c'est-à-dire en gros la fréquence du courant de l'EDF. Et pour des raisons diverses, j'avais moi un stimulateur qui allait de 0 à 100 Hz, je suis un peu obsessif-compulsif, et puis peut-être un peu parce que j'aimais la physique. Au lieu de faire ça, j'avais exploré toute la bande, et en m'approchant de 100 Hz, donc ça c'est 10 Hz, 100 Hz c'est 1000 Hz, 100 Hz, 1000 Hz c'est 10 000 Hz, on voit que l'intensité du courant et le tremblement surtout diminuent, et qu'à 100 Hz, il n'y a plus de tremblement. Vous pouvez monter à plusieurs milliers, on n'a pas d'intérêt à aller là, on vide la batterie, donc on stimule à plus de 100 Hz, et c'est ce qu'on appelle la haute fréquence. Les physiciens diraient que ce n'est pas vraiment une haute fréquence. Ce qui était intéressant, c'était d'une part que c'était un effet paradoxal pour le physicien, ça fait l'inverse de ce que j'enseigne en termes de professeur de biophysique, c'est-à-dire que la stimulation électrique excite, et là, en fait, ça mime une lésion qui n'a rien d'excitateur, et puis c'est adaptable, il suffit d'augmenter ou de diminuer le voltage, et surtout, c'est réversible, parce qu'un geste chirurgical réversible, eh bien, on aimerait beaucoup en avoir, parce que quand on a fait une bêtise, ça ne sert à rien de dire « oups », on ne revient pas dessus. Tandis que là, si on n'est pas au bon endroit ou si c'est désagréable, on peut adapter les voltages et surtout, éventuellement, arrêter. C'est ça qui nous permettra de revenir à la psychochirurgie. Donc on voit que l'élément important, le facteur clé, c'est la fréquence, et ça, c'était inconnu, même si toujours, actuellement, on ne sait pas comment ça marche. Alors, est-ce que c'était la solution ? Eh bien, oui, il se trouve que finalement, c'est vrai. Ce qu'on appelle maintenant la stimulation cérébrale profonde, elle peut être à basse fréquence, c'était un peu connu pour la douleur avant, c'était parfois pas toujours très efficace, mais par contre, maintenant, c'est utilisé, je dirais, partout où il le faut, à des fréquences autour de 130 Hz, où on a un effet inhibiteur, paradoxal, mais qui est très, très visible, comme vous allez le voir. Donc l'intervention consiste, j'allais dire simplement, mais une fois qu'on prend les précautions qu'il faut, mettre des électrodes dans les structures qui sont impliquées par les symptômes qu'on veut traiter. On connecte ces électrodes par des câbles qui passent sous la peau à des systèmes qui sont sous la peau du thorax, un peu comme les simulateurs cardiaques, en gros. Et maintenant, c'est une méthode qui bénéficie de tout un certain nombre d'avantages. À l'époque, la stimulation thalamique à basse fréquence dont j'ai parlé pour la douleur, elle nous apportait déjà qu'il y avait des simulateurs, des électrodes, même si ce n'était pas forcément à fréquence. Donc on n'avait pas à faire ce qu'on fait maintenant, qui est de réfléchir à comment on va fabriquer de nouveaux instruments, les faire valider, etc. Là, en utilisant ce qu'il y avait sur l'étagère, comme on dit, en changeant simplement les cibles et en changeant la fréquence, eh bien ça marchait. Ça repose sur une méthodologie stéréotactique, c'est-à-dire qu'on travaille dans l'espace, je dirais à crâne fermé, un peu les yeux fermés, sauf qu'on se sert d'yeux modernes avec des scanners X, avec l'IRM, et une fois qu'on a visé un endroit qui nous semble être le bon, on descend, pour l'occasion, on descend des 5 électrodes parallèles, et tout le long de la descente, on regarde quel est l'enregistrement des neurones. Avec un peu d'habitude, on voit que ces neurones-là, qui appartiennent au noyau subthalamique, STN, eh bien, n'ont pas la même façon de décharger, comme on dit, que la substance noire réticulata, qui est juste en dessous. Donc, ça permet de localiser avec beaucoup de précision. Et les avantages, encore une fois, de la haute fréquence par rapport à la chirurgie destructive, c'est la faible morbidité, les complications sont rares et mineures en général, c'est réversible et c'est adaptable. Alors, quelles sont les indications actuelles? Rapidement, dans la maladie de Parkinson, essentiellement, si on met une électrode dans le thalamus, on va pouvoir traiter des gens qui ont un tremblement parkinsonien, qui est un tremblement de repos, qui théoriquement diminue dans le mouvement, mais pas tellement que ça, et qui est très invalidant. Mon collègue Pierre Pollack, qui était neurologue quand j'étais neurochirurgien, donne un aimant, le malade applique l'aimant,
le système se met en marche et vous voyez qu'immédiatement le tremblement s'arrête comme il le serait pour d'autres symptômes. Et si on attend un moment et si on arrête le stimulateur, tout revient au précédent et donc on peut faire des tests, il peut écrire, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. L'autre cible, eh bien, c'est le pallidum, c'est-à-dire cette structure qui est en dehors. J'ai oublié de dire que ça, c'est une coupe verticale du cerveau en IRM, où on voit les ventricules, la droite est là, la gauche est là, et on voit des structures qu'on sait reconnaître. Et si on met une électrode dans le pallidum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on traite les dyskinésies, justement, dues au traitement médical, comme vous allez le voir. Voilà ces dyskinésies induites par la dopa, involontaire. Alors, on peut dire que ça ressemble à une danseuse balinaise, mais enfin, c'est surtout très gênant pour le malade. Et notre collègue neurologue met en marche le stimulateur, le malade dit « hop, c'est fini », sauf que c'est fini pour le côté contralatéral, tout est croisé. Par contre, le côté homolatéral, au bout d'un moment, ça récidive, donc il faut opérer ces deux côtés, ce qui est le cas en général. Ça, c'était en 92, 5 ans plus tard. Et en 1990, apparaît un papier dans Science parlant du noyau subthalamique chez le singe, STN pour l'abréger, et qui, lui, a la propriété d'agir sur les 3 symptômes de la triade parkinsonienne et qui permet d'opérer des malades dans cet état. Alors, vous voyez ce malade, avant l'intervention, docteur Patricia Lipousin l'a aidé à se lever, il marche sur la pointe des pieds parce qu'il n'a pas de dopa et donc il a ce qu'on appelle une dystonie de la phase off. Si on le voyait de près, il est pas rasé, il ne se brosse pas les dents et tout, parce que pour nous, ça paraît évident et ça n'est pas du tout pour eux. 3 mois après l'intervention, les cheveux ont repoussé, il n'a pas de traitement médical, il fait tous ces petits gestes que les neurologues aiment pour les tests, il va se lever sans qu'on le voie parce qu'il n'a pas de problème, il va marcher, et comme c'était juste avant le congrès sur les mouvements anormaux à Vienne, il nous a offert un exemple tout à fait typique de ce qui peut être fait à nouveau quand on est traité comme ça. Donc ces 3 malades-là, dans 3 occasions différentes, sont stimulés à 130 Hz, haute fréquence, dans des cibles différentes. Et ça, c'est une coupe IRM post-opératoire, et on voit, scanner post-opératoire, pardon, où on voit les 2 électrodes qui sont dans le noyau subthalamique stimulées à 130 Hz. Ces malades peuvent présenter ou ont au départ un autre trouble qui est très embêtant, qui est ce qu'on appelle le freezing of gait, le gel de la marche, et dont un neurochirurgien d'Oxford, Tipou Aziz, a montré que ça répondait très bien dans une cible particulière qui s'appelle le noyau pédoculo-pontin, parce qu'il est dans le pédoncule et près du pont. Donc, si on regarde ça, ce sont des malades donc, qui ont des problèmes de la marche, même si tous les autres symptômes sont supprimés soit par les médicaments, soit par la stimulation à haute fréquence, eh bien, ça ne l'est pas. Et vous allez voir ce malade qui va marcher. Bon, il est équipé de tas de choses parce qu'on fait des mesures sur lui. On lui a fait un encombrement particulier de son environnement parce que ça facilite, ça stresse les gens, donc ça met une condition difficile. Et voilà ce qui se passe. Par exemple, il va tomber. C'est ce qui arrive quand un parkinsonien comme ça est sur le bord du trottoir, à un feu rouge, il tombe et il se fait écraser. Si on lui stimule le noyau pédoculo-pontin, vous voyez qu'il n'a plus ces problèmes. Mais si vous lisez bien là, c'est à 25 Hz, c'est-à-dire à basse fréquence et pas à haute fréquence, parce que c'est un noyau qui, lui, a au contraire dégénéré et qu'il faut rebooster, qu'il faut réexciter. Donc il ne faut pas surtout le stimuler à 130, et vous irez voir, on vous montrera ce que ça fait, mais il faut au contraire l'exciter, et ça permet d'obtenir ce résultat. Donc vous voyez la dualité entre la haute et la basse fréquence, la possibilité de les combiner chez le même malade, de jouer sur les voltages, les fréquences, c'est une méthode d'une très grande richesse, effectivement. Alors, on l'a appliqué à d'autres choses, en particulier dystonie. En particulier dystonie génétique. Ce jeune garçon avait une dystonie par mutation du gène DYT1, et on voit apparaître dans l'adolescence des troubles, souvent du membre inférieur, mais il y a des formes très variables qui l'empêchent pratiquement de marcher. Et lui, on l'a opéré
dans le pallidum, comme pour le malade qui avait ces dyskinésies. Et le voici 1 an après son intervention, j'allais dire sans traitement. Il n'y a pas de traitement de la dystonie, et menant une vie normale. Maintenant, il est avocat à Bruxelles et il va très bien. Là, c'est une autre personne, une jeune fille à Shanghai, et c'est mon collègue Ami Bominsoun qui a utilisé la méthode qu'on avait mise au point puisqu'il l'a stimulée dans le noyau subthalamique. Alors au passage, vous avez déjà entendu parler du noyau subthalamique dans le Parkinson, vous en entendez parler dans les dystonies, et en plus on peut faire les deux à la fois, le pallidum et le STN, quand c'est nécessaire, pour avoir encore plus d'effets. Donc, je ne sais pas si j'en ai pas sauté une, là. Voilà, non. Ben, on passe à d'autres applications, eh bien, par exemple la psychochirurgie. Alors, la psychochirurgie, elle a souffert du lourd passé de la lobotomie, qui avait valu le prix Nobel à Egas Moniz d'ailleurs, parce que c'était une découverte importante en neurosciences, mais ça a été très très mal utilisé, en particulier, vous voyez ici, Freeman et Wetz, qui avaient traversé les États-Unis dans un mobil-home, et ils allaient faire ça à main levée dans les fermes, parce qu'il y avait un tonton qui était un petit peu pénible, et la famille avait dit que ça serait bien s'il était quand même plus docile. Alors il allait, vous voyez, il avait un pic à glace, hein, ice pick, et il passait à travers les lobes, les sinus, c'est une coquille d'œuf, 2 coquilles d'œuf, et tac, tac, tac. Et puis quand il avait passé ça, il poussait le pic jusqu'à ce que ça refasse toc sur la face interne de l'os. Puis en faisant comme ça, il déconnectait le lobe frontal d'un côté, puis il passait de l'autre côté. Et en partant, la famille était contente, le chirurgien avait gagné de l'argent, et le malade ne posait en général plus de problème parce qu'il était, alors là, pour le coup, vraiment pas passif. Aux États-Unis, ça a été une flambée qui a été si catastrophique qu'il y a eu un moratorium disant on arrête, un moratoire, on arrête, on réfléchit. Et faire une psychochirurgie de ce genre après les années 70, ce n'était pas si facile que ça, il fallait des tas d'autorisations. Et en 2000, il y a eu un congrès où Hélène Mayberg a montré des bases physiologiques du cerveau qui permettaient de travailler sur un mode, non plus moi, mon idée c'est que, mais sur des bases physiologiques parfaitement établies, et bien évidemment qui se prêtaient très bien à la stimulation à haute fréquence. Et on a eu très peur que du coup on voit réapparaître sous prétexte de l'innocuité, si on l'a fait correctement, de la haute fréquence, quelque chose similaire à ça. Donc j'avais personnellement fait une saisine du Comité national d'éthique en 2002 en leur disant voilà ce qui se passe, on a une méthode qui est très bonne, qui est réversible, mais je crois qu'il serait bon que vous statuiez là-dessus. Eux, ils ont pris 2 ans pour y réfléchir, et on a maintenant l'autorisation de faire de la psychochirurgie avec des stimulations à haute fréquence, sous réserve qu'on soit très contrôlé. Donc c'est plus la même chose qu'avant. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être vigilant et avoir beaucoup de précautions, parce que si on se rate encore une fois, on n'aura pas de deuxième chance, parce qu'on n'acceptera plus, comme dans ce tableau de Jean Bosch, de nous laisser enlever la pierre de la folie, comme on croyait que c'était le cas. Alors, quelles sont les applications de ça? Les troubles mentaux, les troubles obsessifs compulsifs, il y a des tas de cibles, mais la meilleure, c'est STN, le noyau subthalamique. Ça fait la 3e fois que j'en parle, pour des indications totalement différentes. C'est un tout petit noyau, fait 8 mm de long à peu près, quelques millimètres de diamètre, et pourtant il a un rôle colossal. Alors ce malade-là, il a un trouble obsessif, il a peur de la mort, on l'a tous, mais lui à un point qui n'est pas possible, et il ne peut rien faire. Je vous raconterai des histoires là-dessus si vous me posez des questions après. Et on ne pouvait pas lui faire lire cette phrase, le serpent a eu une crise cardiaque, il est mort et enterré dans un cimetière. Ce n'est pas possible pour quelqu'un comme lui. Au bout de 3 minutes de stimulation, il est bien, il raconte des blagues, il lit la phrase, et il avait même dit « Oh, ce serpent, il n'a pas eu de la chance, parce que notre président Jacques Chirac, lui, il a fait une crise cardiaque et il n'est pas mort. » Donc, il n'aurait jamais dit des choses comme ça. Ce n'est pas forcément un bénéfice de la chirurgie, mais c'est dire qu'il pouvait le faire. Dans les années qui ont suivi, le même groupe
avec Hélène Mayberg et mon collègue Lozano à Toronto, ont mis au point une technique qui reprenait un peu ce qu'on faisait par destruction isotopique dans la base des lobes frontaux en allant faire de la stimulation, en utilisant notre méthode, du cortex dans cette région qu'on appelle CG25. Alors vous voyez ici, c'est un PET scan qui mesure le débit sanguin cérébral chez quelqu'un qui a une dépression sévère, rebelle au traitement, rebelle aux électrochocs, etc. Et cette zone est hyperactive. Et sous le rationnel de dire on va aller calmer cette région en la simulant en haute fréquence, on a mis 2 électrodes là, et quand on met en marche le stimulateur, on voit que cette zone qui était rouge devient bleue et les symptômes sont atténués. La question, c'est que ça ne marche pas aussi bien chez tous les malades, et là, il faut savoir quelle est la bonne chose à faire. Là, je vais passer très vite juste pour vous montrer de quoi on va parler. Ce sont les maladies des tics de Gilles de la Tourette. C'est un mélange de troubles moteurs, parce que vous voyez, il a des tics, etc., et de troubles comportementaux, parce qu'on ne l'entend pas, mais il dit des gros mots, il jure, il crie, et puis ils ont des comportements aussi. Il y en a qui s'énucléent un œil, il y en a qui se coupent un doigt. Donc il y a un mélange. Et ce qui est étonnant, eh bien, c'est que ça répond très bien à la stimulation cérébrale, et comme vous le voyez ici, bon, ça ne change rien, heureusement, à l'aspect du malade, mais par contre, son comportement est devenu normal. Ce qui me permet de dire, parce que souvent on le croit, oui, ces formes de chirurgie-là, ça modifie la personnalité. Non, ça ne modifie pas la personnalité. C'est la maladie qui modifie la personnalité, et la chirurgie ou les traitements médicaux ou psychiatriques peuvent supprimer ce dysfonctionnement qui altère, lui, la personnalité. Donc on restitue à l'individu sa personnalité normale et non pas on a modifié la personnalité du malade. Ça mérite d'être souligné. D'autres applications, on y reviendra, les anorexies mentales. Eh bien, si on stimule la même région que pour la dépression, on voit qu'on inverse la courbe de prise de poids, et ces jeunes filles, parce que c'est souvent des jeunes filles, vont se remettre à grossir en même temps qu'on observe des, je ne détaille pas, des modifications de leur métabolisme cérébral. Et également au niveau de l'obésité. Bon, là, à Grenoble en particulier, on avait travaillé là-dessus. On a 2 noyaux ici qui s'appellent le noyau ventromédial de l'hypothalamus et là le noyau latéral de l'hypothalamus. Des expériences célèbres montrent que quand on détruit l'un ou on détruit l'autre, chez le chat par exemple, on fait des chats obèses ou à l'inverse des chats complètement cachectiques. Donc on s'était dit qu'on pourrait peut-être aller jouer sur ces propriétés-là, et en utilisant une technique simple qui consiste à glisser une électrode dans le 3e ventricule, on sait faire ça en neurochirurgie, et du coup, quand on stimule avec cette même électrode, ben, le courant diffuse à ces 2 noyaux qui sont le ventromédian de l'hypothalamus. On a fait ça chez le singe. Là, je montre les aspects de la recherche clinique qui est une conséquence de la recherche neuroscientifique, mais à travers des étapes qui sont destinées à faire la preuve de concept et à faire la preuve de l'innocuité de la méthode. Et donc des singes ici opérés exactement comme il le serait chez l'homme, avec une électrode qui est là, avec une stimulation à relativement haute fréquence, sinon ça les chatouille, et on leur fait perdre 8% de poids chez des singes normaux. Si on passe à des êtres humains, on a obtenu des autorisations pour faire ces essais cliniques à Grenoble, et bien on fait la même chose, on met une électrode de façon stéréotaxique, vous la voyez sur les contrôles IRM, elle est pile poil là, et parmi les quelques malades que nous avons opérés sur les 5 auxquels on a droit dans cet essai, eh bien la première qui faisait 185 kg, on a perdu 30 en 6 mois, ce qui est une perte de poids conséquente et qui est une méthode avec une véritable innocuité et bien mieux tolérée que le clip gastrique, par exemple, dont on parle beaucoup et que les gens se font enlever pratiquement systématiquement après. Alors, vous me direz, mais avec ça, on peut faire n'importe quoi, on peut aller n'importe où, puisque que vous mettiez une électrode, parfois au même endroit, ça soigne 3 maladies différentes. Qu'est-ce que c'est que ça? Où peut-on aller? Et est-ce qu'il y a des bases éthiques à ça? Bien sûr. Alors, la première, c'est un très joli papier de la femme d'Amadian, celui qui a écrit l'erreur de Descartes, eh bien, qui est une neurologue célèbre aux États-Unis. Elle avait observé
que chez des malades qui avaient eu un accident et un coma sévère, au réveil, un certain nombre d'entre eux avaient perdu leur addiction à la cigarette. Mais perdu. On n'arrivait pas à les faire refumer. Donc, ils se sont demandé ce que c'était. Les Américains font très bien des études d'épidémiologie. Ils ont regardé à travers tous les États-Unis où étaient les gens qui avaient eu des traumatismes graves, qui étaient au réveil non addicts de leur tabagisme, et on leur a fait des IRM, et on a vu qu'ils avaient tous une lésion de l'insula droite et éventuellement de l'insula gauche, mais toujours de la droite. Alors pourquoi? On ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça veut dire que cette structure-là, quand elle est détruite, elle a un effet sur certaines addictions, en particulier celle-là. Est-ce à dire que nous, neurochirurgiens, nous allons mettre des électrodes là pour permettre aux gens qui veulent s'arrêter de fumer? Non, je ne dis pas qu'on le fera jamais, parce que quand même, fumer, c'est la cause principale du cancer du poumon, dont on dit qu'il est quand même mortel. Donc il y aurait une bonne raison de le faire, mais ce n'est pas fait parce qu'il faut y réfléchir, il faut voir les pour, le contre et tout. Donc une possibilité n'entraîne pas automatiquement l'exécution de cette possibilité. Un autre exemple, donc on ne va pas stimuler pour le moment l'insula, et d'autant plus que mettre une électrode ici, pour nous, c'est très simple, vu qu'on fait ça pour l'épilepsie très souvent. Là, vous avez le malade qui tombait tout à l'heure et qui était stimulé d'un pédoculopontin. Là, on a testé les effets de la haute fréquence, puisque je vous ai dit qu'il fallait stimuler à basse fréquence. Qu'est-ce qu'on voit? Ce malade qui s'endort. Alors, c'est un sommeil non REM, donc il n'a pas de perte de son tonus. Il ferme les yeux. Ma femme dit, je ne vois pas de différence avec lui et toi, mais dans certaines situations. Et est-ce à dire qu'on a des critiques très fortes, vous savez, très près de soi-même, et quand on va arrêter son stimulateur, eh bien, il va se réveiller instantanément. Est-ce à dire qu'on peut utiliser cette technique pour traiter les troubles du sommeil? Bien évidemment non. Pourquoi pas? Peut-être dans certains cas particuliers, mais je veux dire qu'il ne faut pas. Alors, la stimulation à basse fréquence qu'on utilise, en général, les gens se sentent plus alertes, et à haute fréquence, comme vous le voyez ici, quand on l'arrête, notre collègue Valérie Frex va arrêter ça, eh bien, là, ça induit un sommeil de stade non REM. On va attendre une seconde, il va l'arrêter, vous allez voir que je ne vous mens pas, et le malade, pof, voilà, elle dit que c'est fini, et il se réveille. Alors, ça veut dire que la possibilité de faire quelque chose ne signifie pas qu'on en fait l'exécution pour rassurer les inquiétudes légitimes, et qu'il y a un rôle de veille très important entre la recherche fondamentale et ses possibles applications. Et tout le monde sait que ça passe à travers des documents, des demandes d'autorisation pour les... Alors, le mécanisme de cette diapositive est très rapide. On ne connaît pas. Je pourrais commenter éventuellement, mais pour le moment, il n'y a pas d'explication claire. On a des tas d'hypothèses. Ce qui est important, c'est que c'est fréquence dépendant, et si on trouve des explications qui ne dépendent pas de la fréquence et qui miment les effets des lésions, on n'a pas trouvé explication. Alors, à la suite de ça, il s'est trouvé qu'au moment où j'ai pris ma retraite, le CEA m'a fait un cadeau en me disant qu'est-ce que vous voudriez faire, est-ce que vous avez encore envie de travailler, etc. Et effectivement, l'occasion était trop belle pour ne pas exprimer, et c'est la demande de crédit la plus puissante que j'ai jamais faite. J'ai écrit une page et on a eu 80 millions d'euros. Et le titre, c'était « J'avais un rêve », comme l'a dit certain Martin Luther King, et j'avais dit ça à Jean Terme, qui était le directeur de CEA à Grenoble. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire? Tu me fais un truc d'une page, et puis on voit. » Et l'idée, vous allez le voir, c'était d'avoir un centre qui soit dédié à la recherche translationnelle, c'est-à-dire pas faire de la recherche fondamentale, mais faire de la recherche éventuellement fondamentale à condition qu'on puisse l'appliquer dans un délai qui soit raisonnable, et en mettant ensemble ce que tout le monde a, mais en les mettant vraiment ensemble, c'est-à-dire dans le même bâtiment, des ingénieurs, des biologistes, des cliniciens, les méthodes et les dispositifs qui vont avec,
et pour faire des choses innovantes et à faire bien sûr la preuve de concept chez l'animal pour les précautions et chez l'homme pour l'efficacité, en répondant au plus possible aux besoins sociétaux. Alors voilà ce centre dont vous avez vu vraiment le bâtiment. Il a des chambres qui sont plus qu'aux normes parce qu'elles sont également, ce n'est pas vraiment des bedrooms, c'est des lab rooms, on peut y faire un laboratoire. Voilà tout ce qu'il y a autour de cet environnement, un bloc opératoire particulièrement spacieux, avec, vous voyez ici, des limites de l'IRM, de champ magnétique, parce qu'on a une IRM qui va venir coulisser sur un rail pour se mettre autour de la tête du malade. Ici, on a un microscope robotisé qui peut glisser sur un autre rail pour se mettre à la tête du malade en fonction des images de l'IRM. Ça, c'est un bloc opératoire pour les singes qui est aussi bien que ce que j'avais à l'hôpital. Ici, ce sont des laboratoires de biologie et avec de la spectrométrie de masse. Ça, c'est l'IRM. Ça, c'est la magnétoencéphalographie qu'on utilise beaucoup maintenant et une pièce d'analyse optique des mouvements et des... Alors j'aime à dire que la différence, il y a un accent, entre les hommes et les enfants, c'est le prix de leurs jouets, et c'est vrai que j'ai jamais eu d'aussi jolis jouets et d'aussi jouets aussi chers. Voilà, ça c'est la salle d'opération pour les singes, qui est équipée exactement comme celle pour les humains. Ça c'est les espaces de stabulation pour les animaux sous le contrôle d'une qui s'occupe des animaux, d'une vétérinaire, qui est une colonelle de l'armée d'ailleurs. J'aime autant vous dire que ça marche ou pas cadencé, avec une IRM à 4,7 Tesla pour les animaux, les conditionnements qu'il faut, une analyse du mouvement aussi. Et des laboratoires de biologie pour faire de l'histologie, de la spectroscopie de masse, de laser confocal, de l'analyse vidéo du comportement des cellules, et également des ingénieurs qui ont leur laboratoire d'électronique, de packaging des outils qui sont faits pour qu'ils soient implantables dans les conditions actuellement requises pour faire ce genre de travail. Un gros groupe de traitement du signal, on a 5 mathématiciens, 3 d'entre eux sont des Russes d'ailleurs, et également une équipe de roboticiens qui a été détachée de Saclay et qui travaille avec nous pour le programme sur les mouvements anormaux. Donc ça, c'est la salle d'opération, on l'a déjà vu. Ça, ça c'est le SPECT-CT, c'est-à-dire un scanner X et une gamma caméra qui sont couplés pour permettre de faire des études. La MEG, et ça, on va accélérer plus vite. Alors tout ça, c'est pour faire de la recherche translationnelle. Et pour quel projet? Alors je vais vous en montrer 2 rapidement, et ensuite on cessera, je me tairai et je vous répondrai à vos questions. Le premier, c'est faire marcher des tétraplégiques. On nous a dit c'est pas possible, c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas essayer de le faire. Et quand on veut, on peut. Donc ça, c'était un gros programme qui est en train d'aboutir. Et je vous le dis au risque d'avoir à me dédire, mais le 10 mai prochain, c'est-à-dire dans la semaine prochaine, on opère le premier malade avec ce que je vais vous montrer. L'autre aspect, c'est ralentir, guérir, pourquoi pas, la maladie de Parkinson, puisque tout ce que je vous ai montré est efficace sur les symptômes, mais ne fait rien sur les mécanismes qui sont la cause de la maladie et pour lesquels on aimerait trouver quelque chose qui permet de les ralentir. Alors, le projet BCI s'appelle Brain Computer Interface, interface cerveau-machine. L'idée, c'est de prendre l'activité du cerveau, de l'enregistrer, de traiter les données, de transformer en commandes, et ces commandes activer un exosquelette dans lequel on a attaché un malade tétraplégique. Pourquoi tétraplégique et pas paraplégique? Parce que paraplégique, en particulier si vous habitez Grenoble, j'étais un bon skieur, vous vous faites doubler par des gens qui sont paraplégiques dans une coquille avec un monoski, des bâtons de 50 cm, un centre de gravité qui est à peu près à 50 cm et qui, à tous les coups, vont beaucoup mieux, beaucoup plus vite que vous. Si vous leur proposez de les opérer pour leur redonner une motricité de leurs jambes, ils vont vous dire « est-ce que je ferais mieux ?» Et la réponse, c'est vraisemblablement pas. Par contre, un tétraplégique qui ne peut rien faire de tout ça pour le moment, il est cloué dans son lit, il dépend des gens qui les aident,
environnement familial, les amis quand il en reste, et ils n'ont pas de perspective. Donc l'expérience prouve que chaque fois qu'on demande à ces gens-là, est-ce que vous voulez participer à une expérimentation qui ne va pas vous faire danser la valse demain, mais qui à terme peut nous faire avancer, vous et nous, dans cette direction, la réponse, elle est tout le temps oui. Et l'objectif, eh bien, c'est quoi? C'est donc de faire un effecteur non spécifique, c'est pour ça qu'on a pris un exosquelette. Un exosquelette, c'est une copie de nous-mêmes. Si vous avez un fauteuil roulant, ce n'est pas vraiment la même chose. Un bras robotisé qui vous amène un verre de Coca-Cola, c'est une fonction spécifique, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de global. Quelque chose qui soit multi-axe et qui permette d'envisager, on ne sait pas le faire ce jour, l'automatisation de la marche et de l'équilibre, un traitement non supervisé, c'est-à-dire que le traitement mathématique travaille tout seul sur les données qu'il enregistre pour en faire ce qu'on veut faire, et non pas parce que derrière, il y a quelqu'un qui lui dit « Attention, il y a un signal qui va être intéressant, c'est maintenant qu'il faut le prendre et l'analyser. » Non. Et un enregistrement chronique, sans fil, pour que ça soit permanent, téléalimenté, parce qu'il n'y a pas de pile, même rechargeable, qui soit capable d'assurer la consommation de ces systèmes, puisqu'on a de chaque côté 64 contacts. C'est un électroencéphalographe implanté qui traite en temps réel, donc avec d'énormes consommations électriques. Alors, pour faire ça, eh bien, il fallait une possibilité. La possibilité, c'est quelque chose qu'a notre cerveau. Le cerveau, lui, on lui a dit, tu donnes des ordres, et il sait si ça marche ou pas parce qu'il a des retours sensitifs, mais il donne des ordres en sachant ou en ne sachant pas qu'il y a au bout quelqu'un qui va l'exécuter. Là, c'est l'activité dans la zone motrice, la sensorimotrice, à peu près de la main. Si je fais ça avec la main droite, vous avez quelque chose comme ça qu'on peut enregistrer avec la MEG, la magnétoencéphalographie. Mais si je suis paralysé, ou si je ne fais pas ce mouvement, mais que je pense que je vais faire ce mouvement, j'ai la même activité au niveau du cerveau. Donc l'activité réelle ou l'activité virtuelle entraîne la même activité, dépend de la même activité ou déclenche la même activité électrique dans le cerveau, ce qui est la condition sine qua non pour qu'on puisse faire tout ce qu'il faut. En particulier, c'est un besoin sociétal. Je vous laisse lire les chiffres. 1200 nouveaux blessés médulaires, 39% de tétraplégie, dont 21 complets. Il y a 50 000 personnes comme ça, donc ce n'est pas véritablement des maladies orphelines. Pour ça, il fallait développer un capteur sans fil implantable. Vous le voyez, ici, ça fait 5 cm de diamètre et on les met dans 2 craniotomies de 5 cm. Ça, ce sont les antennes, la grande d'alimentation, téléalimentation à travers la peau, et ça, c'est une antenne radio qui émet les signaux de 64 canaux. Alors vous me direz, 5 cm, c'est énorme. 2 trous de 5 cm, c'est pas possible. Ben, si, c'est possible, puisqu'il y en a un en face de vous qui en parle, puisque j'ai eu un hématome sous-dural chronique, tout bête, et j'ai été opéré avec une craniotomie de 5 cm. C'est un geste banal, sans aucune conséquence. Donc le faire 2 fois pour mettre à la place ces systèmes-là, la chirurgie elle-même, elle est simple et sans danger. Il fallait ensuite, plus compliqué, fabriquer un exosquelette robotisé, piloté par le cerveau. Vous avez vu des choses identiques un peu pour les militaires qui ont des équipements comme ça qui leur permettent de transporter un sac à dos qui fait 200 kg ou plus, parce que c'est une aide au mouvement et le système fonctionne en détectant le mouvement voulu et en l'accompagnant. Là, pas du tout. Il faut que ce système-là reçoive des ordres des signaux qui sont captés ici, et dans le dos de cet exosquelette se trouve un paquet de 4 ordinateurs avec les logiciels qu'il faut, qui prennent en temps réel, c'est-à-dire temps 300 millisecondes. Quand je décide de faire un mouvement de la main, entre mon cerveau et le mouvement de la main, il s'est passé 300 millisecondes. Donc c'était le critère qu'on s'était donné, il fallait que le traitement du signal ne soit pas plus long que ce qui se passe normalement entre l'ordre envoyé par le cerveau et son exécution, sinon vous êtes en déphasage complet, ça ne marche pas. Donc ça a été réalisé, et on l'a testé chez l'animal. Voilà un singe qui avait des grilles au niveau de son cerveau, qui était connecté à ça. On a vérifié que ça marchait bien, que ça envoyait les signaux au système qui comporte
le traitement du signal. Et si on compare le mouvement que fait l'animal grâce à ses caméras et qu'on voit ici, et qu'on décode ces données du cerveau du singe, eh bien on voit en bleu que c'est ce qui est observé là, et en rouge ce qui est recalculé à partir de ça. Vous voyez qu'il y a une très bonne correspondance de ça. Alors, pour passer à l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut localiser l'origine corticale des signatures électrocorticographiques. Alors, par exemple, là, avec la flexion réelle de la main droite, on voit une tache. Ça, c'est vu de profil, vu de face. L'image est à l'envers, là, donc ça, c'est le côté gauche. Et vu de dessus, des zones sensitivo-motrices qui correspondent à ces mouvements. On a été très surpris de voir que ces méthodes sont très puissantes, puisque finalement, cette petite tache-là, ce n'est pas un artefact, c'est le cervelet qui est toujours impliqué et qui peut être détecté. Et en utilisant l'IRM fonctionnel et en utilisant la magnétoencéphalographie, où on voit apparaître également ces taches-là, eh bien, on a tous les éléments pour reconstruire la zone dans laquelle ça se passe et faire ces cartes-là avant d'opérer. Alors voilà un malade avec une destruction de sa moelle parce qu'il a eu un coup du lapin et il était sans ceinture, et ensuite il y a eu l'airbag qui s'est gonflé, et donc il a eu un coup en avant, un coup en arrière, et sur 3 niveaux pratiquement, il n'a plus de moelle épinière, donc il n'y a rien qui passe. Par contre, au niveau de son cerveau, selon que vous faites des mouvements volontaires, virtuels, etc., dans les secteurs qui le peuvent, pour la cheville par exemple, ils ne peuvent plus, mais on leur dit imaginez que vous faites des moulinets et on retrouve l'activité qui correspond au pied. Donc on a des cartes qu'on sait reproduire sur l'IRM du malade, avoir des coordonnées très précises et cette fois-ci aller faire le trou où il faut, là où il faut, et enregistrer l'activité. Alors, je répondrai à d'autres questions pour passer. Je vous montre ça. Non, je vous le montrerai tout à l'heure parce que c'est assez impressionnant. Deuxième, et j'aurai fini, deuxième protocole, c'est NIR. NIR, ça veut dire Near Infrared, proche infrarouge, endoventriculaire. J'ai dit tout à l'heure que la maladie de Parkinson, on sait la traiter avec des médicaments, éventuellement avec la stimulation cérébrale, mais ça ne traite que les symptômes. 10 ans après, même quand c'est encore efficace, si vous arrêtez les médicaments ou la stimulation, les malades sont bientôt à nouveau comme ils étaient avant, et la maladie en dessous a progressé. Donc le problème, c'est comment peut-on faire pour que la maladie ne progresse pas et n'atteigne pas des niveaux où on ne peut plus rien faire. On l'a testé chez des souris, chez des rats et chez des primates. Et l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est d'irradier le cerveau avec de la lumière proche infrarouge. Une lumière proche infrarouge a 2 avantages. Un, elle progresse un peu à travers les tissus, alors que les autres sont arrêtés immédiatement par la peau, le bleu par exemple. Et deuxièmement, dans certaines structures, notamment dans les zones qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, il y a des molécules bien connues de tous les biologistes qui s'appellent la cytochrome C oxydase, qui est un accepteur de photons. Donc les photons dans la lumière, donc proche infrarouge, qui arrive à pénétrer là, elle est captée par ces molécules et cette énergie va être transférée, je pourrais rentrer dans les détails après, dans des processus de réparation du cerveau. Chez le rat, mais surtout chez le singe et donc a fortiori chez l'homme, c'est trop profond pour que cette lumière aille jusque-là, et donc on a trouvé une solution qui consiste tout simplement à avoir un petit laser au bout d'une fibre qui est mise là où il faut, c'est-à-dire la ligne médiane, et quand on l'allume, eh bien, vous allez voir que ça va. Alors, très rapidement, la preuve que ça marche, c'est des souris à qui on a injecté un produit qui s'appelle le MPTP, méthylphényltétrahydropyridine, qui est un toxique qu'on retrouve par équivalence dans certains pesticides et qui vous détruit assez sélectivement les cellules de dopaminergie. Donc voilà ce qui se passe chez le nombre que vous pouvez compter chez une souris normale. Quand il y a pris du MPTP, voilà ce qui se passe.
Et si vous avez donné en même temps des infrarouges, eh bien, vous voyez que vous prévenez cette chute neuronale. Et on en a la preuve comportementale dans la mesure où, normalement, voilà. Ça, c'est des souris normales, elles explorent leur cage, c'est leur habitude. Quand on leur donne du MPTP, ben, vous voyez, elles sont plutôt akinétiques, il y en a une qui bouge un peu. Et si on leur donne du MPTP et des infrarouges, eh bien, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas aussi bien que là, mais c'est quand même nettement mieux qu'ici. Donc, il y a un côté neuroprotecteur qui va avec la préservation observée des cellules. À partir de ce moment-là, on s'est dit, ben, il faut passer chez l'homme, donc d'abord chez le singe. On a fabriqué un système avec une batterie qui n'est pas autre chose que ce qu'on utilise pour les stimulateurs cérébraux, une source laser, une fibre, et on descend cette fibre à l'intérieur du cerveau, dans le troisième ventricule. Voilà, chez le singe, on voit les repères de la fibre, le laser, et quand on met en marche, eh bien, on envoie des impulsions, ne sont pas en arc-en-ciel comme ça, bien sûr, et ça permet d'irradier cette région dans laquelle se trouvent les substances noires qui dégénèrent. Alors, si on prend des singes à qui on a donné du MPTP comme pour les souris, cette échelle, plus c'est haut, plus grave vous êtes. Autrement dit, ici, c'est des animaux qui ne bougent plus du tout. Il faut les nourrir, il faut les traiter, il faut les soigner. Et le groupe qui, lui, a reçu aussi du MPTP, mais en même temps reçu des infrarouges, eh bien, vous voyez que son comportement est quasi normal. Donc, au terme de comportement, on a prévenu l'évolution de cette maladie, qui n'est pas la maladie de Parkinson, mais c'est le seul et le meilleur modèle qu'on en ait. Et si on vérifie au terme d'expérimentation sur l'histologie et l'autopsie, eh bien, on voit en rouge ce qui se passe dans ce groupe-là. Tout est tombé par terre à cause de ce MPTP, et en vert, ce qu'on voit dans ce groupe-là, c'est-à-dire qu'on a préservé les cellules dopaminergiques aussi bien dans la substance noire et dans le striatum, c'est-à-dire dans le noyau codé et le putamène, les terminaux de ces neurones sont là. À partir de là, bon, ben, on s'est estimé autorisé à présenter un projet de recherche clinique. Donc on a fabriqué l'implant que vous voyez ici, qui a été fabriqué à Cliatech, au CEA, à Grenoble, qui est implantable dans un trou de 25 mm. On l'a testé chez des animaux. Voilà la fibre qui descend dans le troisième ventricule. Au passage, on prend une trajectoire qui, dans la grande majorité, est dans l'eau. Donc, c'est relativement inoffensif. Et vous voyez ici, c'est un petit peu rouge, c'est les infrarouges 670 nanomètres. On a en cours d'autorisation un protocole à recherche clinique sur 5 malades et 5 contrôles à des stades très précoces. On espère avoir un effet neuroprotecteur. Est-ce qu'on pourrait espérer avoir un effet curatif? C'est bien difficile à dire. Voilà des tests. Voilà un PET scan. Comment contrôler tout ceci? En utilisant la tomographie par émission de positons. Ça, c'est chez un sujet normal. On voit son striatum normal. Et chez un parkinsonien, vous voyez qu'on a détruit une grosse partie de son cerveau. Parce qu'au début de la maladie, quand les symptômes apparaissent, les malades ont perdu entre 50 et 75% de leurs neurones. Donc il ne reste pas grand-chose et il faut les prendre le plus tôt possible, ce qui pose des problèmes éthiques. Est-ce qu'on va opérer un malade qui dit dont on sait qu'il est parkinsonien depuis 1 mois, 2 mois, pourquoi pas attendre 3-4 ans? 3-4 ans, chaque année, c'est ce que veut montrer ça, 1, 2, 3 ans, chaque année on perd 10%. Les parkinsoniens perdent 10% de ce qu'ils avaient au départ. Donc là, il restait 30%. Là, il va en rester 27%, là, il va en rester 24%, là, il va en rester 21%. Donc, autant les prendre le plus rapidement possible. Et ça, c'est deux façons de faire, avec un groupe témoin, un groupe qui est traité par les infrarouges, et il y a des moyens un peu complexes qui font qu'au bout d'1 an, on met le deuxième groupe aussi, comme ça, on n'a pas le problème éthique d'avoir 5 malades que potentiellement on peut peut-être traiter 5 malades qui disent pourquoi moi j'ai pas de chance. Donc ils ont tous au bout, avec un décalage qui est également un élément de mesure. Voilà. Alors ça, est-ce que ça va remplacer la stimulation à haute fréquence? Moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleur sort pour une méthode que d'être remplacé par une meilleure. C'est au bénéfice bien évidemment des malades. Quand en plus vous êtes celui qui met au point la méthode
qui est remplacé, c'est encore mieux et on n'a pas à se plaindre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais ramené de mon séjour au Sauk aux États-Unis, où on a tenté de m'apprendre à faire du surf. C'est beaucoup plus difficile. Le surf, on m'a dit, il faut savoir une chose, c'est qu'une vague ne dure qu'un moment. Quand vous arrivez à nager et que vous arrivez à vous retrouver là, pendant un moment, vous croyez que vous êtes le bon Dieu et vous glissez sur votre planche. Mais si vous ne faites rien d'autre que de jouir du moment présent, vous vous retrouvez ici. Et ça devient difficile. Donc les très bons surfeurs, c'est ceux qui descendent jusque-là. Quand ils savent qu'ils ont tiré ce qu'ils pouvaient de cette vague, ils se débrouillent pour remonter et hop, d'un petit coup de hanche, ils repassent de l'autre côté pour la vague qui suit toujours et qui est souvent bien meilleure. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition, comme c'était prévu, pour répondre à toutes les questions. Merci pour ce magnifique exposé. Je voulais poser une ou deux questions. La première, c'est est-ce qu'avec la magnétoencéphalographie, qui est une méthode non invasive, on obtient les mêmes résultats dans toutes ces pathologies que tu as décrites? Je sais que dans la douleur, ça a l'air d'être vrai, mais est-ce que c'est vrai dans d'autres pathologies? Disons que la magnétoencéphalographie, c'est un moyen, en mesurant des champs magnétiques, d'obtenir ce qui est produit par des champs électriques, puisqu'on sait qu'il y a une courbe. Donc, a priori, oui, à condition que la sensibilité soit suffisante. C'est sûr que c'est une méthode qui n'est pas très sensible, en fait, qu'elle l'est plus que ce qu'on croyait. Et globalement, en fonction de ce qu'on veut voir, c'est un outil très, très intéressant. Il est un peu cher, il est un peu compliqué, il faut des gens qui sachent faire tourner les machines, et ce n'est pas transportable. On a vu que c'était assez lourd. Par contre, c'est un moyen, par exemple, pour BCI, on va tester ce qui se passe en mettant un électroencéphalographe au contact du cerveau. Donc il va enregistrer de l'électricité. Mais on l'a fait chez le singe et tout, on n'a pas pu le faire chez l'homme, parce que chez l'homme, si on mesure sur la peau, alors là, il ne reste plus rien à travers l'os. Par contre, avec la magnétoencéphalographie, on voit l'activité du cortex, ça va très bien, et du coup, on sait ce qu'on va enregistrer la semaine prochaine, le 10 mai, parce qu'on sait que ça existe et qu'on a testé chez des malades, non malades, des témoins, on sait faire tous ces mouvements virtuels, réels, et refaire ces cartes-là. Donc, ce qu'on va faire la semaine prochaine sur le malade qu'on va opérer, on l'a déjà fait 10 fois chez des gens normaux, des volontaires sains, comme on dit. Je peux ajouter une petite question. Tu n'as pas parlé d'épilepsie. Est-ce que ça marche pour les épilepsies sévères, de l'enfant par exemple? Voilà, alors l'épilepsie, je n'en ai pas parlé parce que ça ne marche pas aussi bien que le reste. Alors, mais ça marche très bien parfois. Moi, j'ai opéré une jeune fille de 5 ans dans le noyau subthalamique, au passage, encore un même noyau qui fait des choses merveilleuses dans d'autres indications, parce qu'elle avait ce qu'on appelait une dysplasie de Taylor, qui est une anomalie, qui crée des hyperactivités électriques et qui déclenche des crises d'épilepsie. Donc elle avait une crise d'épilepsie, elle était à gauche, du côté droit, et elle faisait une crise tonico-clonique, qui est très désagréable, dangereuse, etc. Et au terme de ça, elle avait, comme souvent, après une crise d'épilepsie, ce qu'on appelle un déficit postictal, c'est-à-dire que pendant 1 heure, elle était paralysée. Et puis, quand elle récupérait de sa paralysie, elle refaisait une crise, etc., etc. Elle faisait 300 crises par mois, c'est-à-dire 10 crises par jour. Autrement dit, elle était hémiplégique en permanence. Et la seule, elle ne répondait pas aux médicaments, bien sûr, hein, ça va de soi. On ne fait ces choses-là que quand on a épuisé, comme on dit, toutes les ressources des méthodes médicales. Et ce qui avait été proposé, c'était une hémisphérectomie, c'est-à-dire on enlève un hémisphère, on ne fait plus de crise et on est paralysé définitivement, mais avec comme bénéfice le fait qu'on arrête la dégénérescence du cerveau qui est induite par, de l'autre côté éventuellement, par les crises. Et à l'époque, on avait proposé de faire cette stimulation sur des bases purement empiriques et expérimentales animales, sans toute la cascade de précautions qu'on prend et qu'on est obligé de prendre maintenant. Et je lui ai mis une électrode dans le noyau subthalamique, elle n'a plus fait de crise. Et c'était en 88, donc c'était en 98, pardon.
Donc, ça fait 19 ans. Elle va à l'école, elle est à la fac, elle prend encore un petit peu de médicaments, elle fait une crise du pouce le matin, et puis c'est tout. Je profite de cette question pour parler d'une chose qui est les autorisations d'essais cliniques. Alors, qu'on ne m'interprète pas de façon négative, je suis pour la sécurité des malades et je suis pour qu'on évite de faire n'importe quoi. Et ça nécessite effectivement qu'on écrive des protocoles, qu'ils soient revus par des experts et qu'au terme de ça, il y ait des commissions qui disent oui, non, oui, mais faites donc ceci en plus. Ça, c'est tout à fait normal. Le problème est, pourquoi je dis ça? Parce que cette petite fille, je lui ai fait cette intervention sans demander d'autorisation au niveau du comité d'éthique. Et surtout, tous les malades que j'ai opérés dans le thalamus au début, on ne l'avait pas, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait pas de comité d'éthique en 1987 qui fonctionnait régulièrement. Donc je n'étais pas vraiment illégal, parce qu'on n'est pas illégal quand il n'y a pas de loi. Maintenant, ça devient impossible. Ça devient impossible et c'est, je dirais, normal. Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est ça que je veux souligner, c'est que entre la précaution, et quand je pense qu'on a inscrit le principe de précaution en Constitution, qui est une catastrophe, je parle en mon nom personnel, et je ne suis pas candidat aux élections présidentielles, donc c'est une catastrophe parce que le meilleur moyen de ne pas avoir d'accident de voiture, c'est de ne pas conduire une voiture. Le meilleur moyen de ne pas avoir d'accident médical, c'est de ne pas faire de médecine, etc. Donc, entre faire n'importe quoi et avoir des demandes qui sont pratiquement très difficiles, on va dire, à joindre, qui coûtent un temps fou, qui coûtent beaucoup d'argent, pour des précautions qui sont en fait là, comme j'ai dit un jour à titre personnel à la directrice de l'hôpital, toutes ces démarches par lesquelles on est obligé de passer actuellement sont là pour protéger les hôpitaux et le système de santé contre d'éventuelles poursuites juridiques de la part des malades. Elles sont pas là elles protègent pas vraiment les malades, alors que c'est ça que ça devrait faire. Donc, encore une fois, pour me résumer, mais je veux que ça soit clair, je suis tout à fait d'accord pour qu'on surveille ce qu'on fait, et en particulier qu'on surveille ce que font mes collègues, mais qu'on nous laisse prendre des responsabilités qu'il y a dans, par exemple, le serment d'Hippocrate, et puis dans la conscience humaine en général, et des médecins en particulier, qui est d'aider leurs malades. Et qu'on puisse faire ce qu'on a fait au début, stimuler dans le cerveau parce qu'on pensait que ce n'était pas bien grave et que ça pouvait apporter gros. Cette petite fille, au niveau du comité d'éthique, il y a eu une discussion après, et on m'avait dit, mais vous auriez pu demander une procédure accélérée. D'accord, peut-être, mais on avait agi, comme on dit, en termes compassionnels. C'était ça ou lui enlever la moitié du cerveau. Pensais que c'était plus simple et moins dangereux pour l'enfant de faire ça, et je crois qu'on a eu raison. Donc c'était juste pour ramener cette question au premier plan. On entend beaucoup dire de choses. Alors on confond souvent le manque de précision des demandes d'agrément et les erreurs qu'on peut faire en tant que chercheur, etc. C'est ça qu'il faut punir, mais il ne faut pas, parce que quelqu'un a mal fait quelque chose, du coup la NSM, l'ex-AFSAPS, je me mets à leur place. On leur donne un dossier et on leur dit statuez là-dessus. Ils disent oui, paf, il y a un accident après. La France entière tombe en disant on n'est pas assez protégé. Alors le coup d'après, vous dites est-ce que je peux? Non, attendez, je n'ai pas fini. De toute façon, finissez pas, ça sera non. J'exagère, bien sûr. Voilà, ça c'est un plaidoyer pour un peu de raison dans les autorisations de recherche clinique. Alors, monsieur, je dois vous dire que je suis très impressionnée par vous. Moi qui suis très intéressée par le cerveau, mais je suis un petit avorton par rapport à vous. Oui, bravo, monsieur. J'ai une question technique. Les électrodes que vous mettez dans le cerveau, il faut les stimuler par un boîtier.
Parce que je suis arrivée en retard, donc vous en avez peut-être parlé. Malheureusement, je suis arrivée en retard. Mais vous les stimulez par un boîtier. Et est-ce que ces électrodes que vous mettez dans le cerveau, vous les stimulez sans arrêt ou périodiquement? Merci. Alors, la réponse est oui pour vos deux questions. Alors, la première, je vais... Mais c'est peut-être parce que je suis arrivée en Non, retard. non, mais c'est une bonne question, néanmoins. Voilà le boîtier qu'on met sous la peau de la poitrine, exactement comme un pacemaker cardiaque. Ah, c'est le sous la même peau de la principe. poitrine. Il y a des câbles qui relient ça Ah. au cerveau, et chez les stimulés cardiaques, ça relie le stimulateur au Ah, cœur. d'accord. Et les électrodes, elles sont dans le cerveau et elles y restent en permanence. Oui. Et elles sont tolérées. D'ailleurs, les premiers malades qu'on a opérés en 87, ils ont toujours leurs électrodes. Mais alors, c'est stimulé sans arrêt? C'est stimulé sans arrêt. Si on arrête la stimulation, le système est clair. Quelqu'un qui tremble, comme ça, un tremblement essentiel, ça a cette amplitude. Vous mettez en marche stimulateur, ça s'arrête comme ça. Formidable. Vous arrêtez le stimulateur, ça retremble. Alors si vous arrêtez, vous reprenez, ben, le malade il fait comme ça, et puis il fait comme ça. Alors, personne ne le voit. Il est comme vous et moi, ce monsieur qui a une électrode. Sauf pour moi, parce que moi je suis chauve, et que on finit par voir un peu sous Non, on la voit peau. rien du tout, monsieur, vous Mais madame, imaginez. madame, vos électrodes ne se verraient pas. Ah, c'est top. Et ma deuxième question, et pardonnez-moi, mais moi je suis fascinée par vous, vraiment. Et oui, c'est rare, vous savez, d'avoir un monsieur comme ça en France. Mais vous avez fait beaucoup d'opérations avec les électrodes, quoi, 1000, 2000, 500, 800? Alors, à Grenoble, on en a fait à peu près 600. Oui. Moi, j'en ai fait à titre personnel pendant mon activité à peu près 350. Mais tout ça, c'est rien à côté de ce qui se fait. Il y a 150 000 malades dans le monde qui ont été opérés depuis l'invention de cette méthode. Ah oui, 150 000. Et c'est des chiffres qui sont connus. Et je reviens de Chine où j'étais, ça fait plusieurs fois que j'y vais, que je vois ce qu'ils font. Et actuellement, ils opèrent plus de 1000 malades par an dans les 3 hôpitaux de Pékin. Et dans le reste de la Chine, ils vont... Enfin, ça ne va pas compter. Ce que nous, on aura fait, à part avoir imaginé la méthode, ils ont une activité très forte parce qu'ils y croient, parce qu'ils travaillent bien, contrairement à ce qu'on croit. Ils ne font pas forcément des choses. Ils ont des comités d'éthique, mais qui sont là pour vérifier qu'ils travaillent bien et pas les empêcher de bien travailler. Voilà. Et moi, je suis très impressionné. Je vous remercie d'être impressionné. Des milliers alors, des milliers et des milliers. 150 000, plus à peu près une estimation qui est de l'ordre de 50 000 depuis 3 ans en Chine. Donc ça fait à peu près 200. Et dans les 3-4 ans qui viennent, ça va être plusieurs centaines de milliers de malades, dont une grande partie opérée en Chine. Ah, formidable. Et alors, moi, je m'en veux parce que j'ai une dernière question. Je m'arrête, je vous promets. Mais j'ai l'impression qu'on peut soigner pratiquement toutes les maladies mentales avec ces électrodes. Non, monsieur? Alors, je dirais heureusement non, parce que le drame, c'est souvent de dire une technique est bonne, donc on va l'appliquer à tout, puis on va bien voir dans le tas s'il y en a qui sont bons. Et je me souviens d'une fois où une neurologue américaine m'avait dit « C'est merveilleux, ça, ce que vous faites. Enfin, on va pouvoir se passer des prisons. » Parce que dans son esprit, les gens dans les prisons étaient des malades mentaux. Donc, et on a connu des époques et des régimes où on considérait qu'on mettait dans des prisons des malades mentaux et vice-versa. Donc, non, on n'est pas efficace absolument. 70% 70% des maladies mentales par électrode? Non, je sens que mon ami a une... Oui, Alim, bravo pour cette belle présentation. Ah, oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les techniques externes, transmagnétiques ou transélectriques, vont pouvoir un jour remplacer les électrodes, ou bien c'est complètement fumeux ce que je dis là? Certainement pas fumeux venant de toi, mais non, c'est une question tout à fait légitime. Tout ça, c'est considéré comme invasif. On ne peut pas dire que ce n'est pas invasif. Nous, on considère que c'est minimalement invasif par rapport à ce qu'on a fait. Le TOC
qui est complètement guéri de ses symptômes pendant qu'il est stimulé, ça n'a rien à voir avec les lobotomies qu'on faisait avant en termes d'invasivité. Donc maintenant qu'on a pris l'habitude d'une invasivité minimale, on veut avoir une invasivité quasiment nulle. Et c'est vrai que les techniques comme la stimulation magnétique transcrânienne, la stimulation en courant continu, j'ai d'ailleurs pas bien compris moi encore comment ça peut marcher, mais bon, sont tentantes essentiellement parce qu'elles sont inoffensives. Alors, tant qu'à faire, pourquoi pas les essayer? C'est pas moi qui vais dire il ne faut pas faire quelque chose quand on ne sait pas comment ça marche, puisque je fais depuis 30 ans quelque chose dont je ne sais pas comment ça marche. Par contre, il faut garder raison, la stimulation transcrânienne, magnétique transcrânienne a été utilisée pour certaines formes de dépression pas très importantes, et il y a des résultats qui sont rapportés. Alors, est-ce que ça marcherait finalement aussi bien s'ils avaient une psychothérapie correcte, ou si on les mettait dans un environnement qui soit moins dépressogène? Ça, je ne sais pas. Mais l'inconvénient aussi, c'est que ce n'est pas invasif, mais c'est hyper lourd. Tu as vu les systèmes de stimulation transcrânienne magnétique, ça tient sur un chariot, ça pèse 50 kilos, c'est très encombrant, ça stimule qu'un petit coin là et pas ailleurs. Donc, je ne vois pas vraiment, même en étant très optimiste et enthousiaste, sur le plan de la physique, qu'on trouve dans l'extrapolation des méthodes de maintenant possibilité de les rendre utiles. Maintenant qu'on trouve autre chose dans les années ou décennies qui viennent, qui rendent ça encore plus minimalement invasif, j'aurais tendance à faire le pari. Oui. Parce que je crois qu'on peut parier sur tout de nos jours. S'il vous plaît. Monsieur, je voulais vous poser une question concernant votre expérience avec le laser. Finalement, vous éclairez le point critique avec le laser et en même temps, vous avez dit vous envoyez des impulsions, donc ça veut dire vous modulez la lumière. Est-ce que les fréquences par lesquelles vous modulez la lumière sont liées avec ce que vous avez fait quand vous avez le champ électrique disons des fils? Ou est-ce que c'est chose complètement différente? Alors, l'intérêt de ces questions, c'est de montrer les insuffisances de l'orateur dans son exposé. Parce que là où vous avez vu pulser, c'était une façon de montrer qu'on avait mis en marche. Donc, dans PowerPoint, il y a un truc qui pulse, je m'en suis servi. En fait, c'est de l'irradiation continue, ou bien qu'on peut faire par période parce que ça économise un peu des batteries et le laser en consomme. Et deuxièmement, parce que l'effet est un effet biologique, je dirais biochimique. À travers ce qui se passe, c'est que les photons qui arrivent là, la lumière qui arrive là, elle est captée par une molécule. Il y en a d'autres, mais le photoaccepteur principal dans ce cas-là, c'est la cytochrome-C-oxydase, qui est comme vous le savez, un enzyme présent à peu près dans toutes les cellules. Cette énergie du photon, elle est transmise à la chaîne de transport des électrons par la cytochrome-C-oxydase, qui en est un des acteurs principaux. Ça fabrique de l'ATP, qui est le fuel de la cellule, et qui rebooste un peu les mitochondries. Quand on sait en plus la maladie de Parkinson, c'est une maladie dont le mécanisme terminal se situe dans la mitochondrie, eh bien, on a de bonnes raisons de penser que c'est ça qu'il faut faire. Donc là, encore une fois, le fait que ça pulsait, c'était un artefact de présentation. Cela dit, on peut faire du continu ou on peut faire de l'intermittent, parce que finalement, l'effet qui est obtenu, il se prolonge pendant un certain temps. Donc on n'est pas, à la différence de la stimulation électrique, où l'effet est instantané, il démarre instantanément, il s'arrête instantanément. Là, il y a une modulation, je dirais, un peu comme des médicaments. Vous pouvez soit être en perfusion continue, soit en prendre de temps en temps, puis vous avez un effet un peu cyclé. Donc on est là. Mais ça n'a rien à voir avec la haute fréquence. Donc c'est des phénomènes totalement différents. Et en gros, disons que les animaux, surtout les petits animaux chez qui on n'avait pas besoin de beaucoup d'énergie, ils étaient irradiés en continu, mais on a vu aussi que si on les irradiait par petits moments, c'était aussi efficace à condition de compenser les doses.
Oui, j'ai bien apprécié. Bonjour monsieur. J'ai bien apprécié la dernière partie où vous mettiez en évidence l'importance du passage des rongeurs aux singes, puis à l'homme. Pourriez-vous développer un peu plus ce problème de la relation entre recherche expérimentale et recherche clinique? Parce qu'en ce moment, la recherche expérimentale est l'objet, disons, d'attaques. Récemment, j'ai vu une tribune libre intitulée « À qui profite le crime ?» donc je suis criminel, et qui se terminait en disant, au fond, une recherche expérimentale n'a de valeur que si il y a un objectif de santé immédiat. Or, vous le savez comme moi, environ 20 années sont écoulées entre la première publication dans un compte-rendu de l'Académie et vos premiers essais de stimulation du noyau subthalamique. Voilà. Je voudrais d'abord tout à fait saluer le rôle que vous avez joué dans la mise en évidence de l'intérêt de la structure du noyau subthalamique. Et je disais que je voulais souligner le rôle prédominant qu'a eu notre collègue dans l'analyse fondamentale de l'activité du noyau subthalamique et donc qui est en amont de tout ce qu'on a fait et qui justifie tout à fait votre question, qui est de dire il faut du temps et il faut... Alors, si je résume votre question, c'est qu'est-ce qui se passe entre la souris, le singe et l'homme? Oui. Alors, c'est effectivement le cœur des questions qui sous-tendent les réactions que vous signalez, en particulier à qui profite le crime, etc. On vit dans une période où, par définition, on considère que les autres font des choses à leur avantage personnel, que les chercheurs font de la recherche pour gagner de l'argent, ce qui est loin d'être faux, ni loin d'être vrai. Oui, je crois que j'ai fait un lapsus là. Ce qui est loin d'être... Enfin, les chercheurs ne gagnent pas d'argent. En général, ce n'est pas eux qui les gagnent. Mais il faut du temps parce que, disons que si on allait faire n'importe quoi, même avec une bonne intention, tout de suite chez l'être humain, eh bien, ça serait absolument non éthique, immoral, inacceptable et même pas envisagé. J'ai fait ça chez la jeune fille, la petite fille dont je parlais quand j'ai stimulé son noyau subthalamique, parce que elle avait une situation médicale qui faisait que ses parents me disaient « Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui enlève la moitié de son cerveau ou est-ce que vous avez une autre solution ?» Donc là, on n'avait pas à tergiverser, mais on s'appuyait quand même sur tout ce qu'on savait, les travaux de M. Fégé en particulier, mais tout ce qu'on savait également par le reste de la recherche fondamentale. On avait de bonnes raisons de penser que stimuler le noyau subthalamique était quelque chose qui modifierait l'excitabilité cérébrale, et depuis longtemps on dit que c'est une zone potentiellement inhibitrice de l'épilepsie, ce qui rejoint ta question tout à l'heure aussi. On l'a fait, ça a marché parce qu'on avait de bonnes raisons que ça marche et que ce coup-ci, on ne s'était pas trompé dans notre hypothèse et que la démarche un peu rapide, sans passer par la souris, le rat, etc., en sachant par ailleurs que les raisons pour lesquelles on a décidé d'aller le faire chez l'enfant, c'est qu'on savait que d'autres avaient fait, et vous en particulier, des études sur des souris, sur des rats, pour savoir que cette structure avait des propriétés antiépileptiques. Donc on ne s'est pas lancé n'importe comment, et il est certain que même si en apparence ça paraissait rapide, c'était assis sur un collectif, parce que la recherche est collective, de résultats scientifiques, eux-mêmes résultats d'expérimentation pensées, planifiées, exécutées, analysées, et sur lesquels on avait tiré des conclusions.
Donc, si j'ai bien compris, vous voulez que je témoigne avec vous qu'il est absolument important de faire toutes ces étapes-là et qu'on ne peut pas les remplacer. Alors, dans certaines circonstances, effectivement, on a suffisamment d'éléments pour dire, vu les circonstances, il faut qu'on aille vite et qu'on essaye. Ce n'est pas la peine de reprendre 10 ans d'expérimentation chez intermédiaires pour arriver peut-être au résultat qui est aux connaissances qu'on a actuellement. Là, si le risque, le problème est un problème de balance entre le risque et le bénéfice. Si le bénéfice est important, le demi-cerveau d'une petite fille, et le risque est peu important, parce qu'on n'a pas implanté le noyau sous-thalamique chez cet enfant en n'ayant jamais implanté. On en avait implanté déjà une cinquantaine, et dans les autres structures, on avait déjà opéré plusieurs centaines de malades. Donc la technique elle-même, on savait qu'elle était d'une certaine innocuité, ou d'une innocuité certaine. Et on pouvait se permettre de faire cette balance entre une décision rapide et en face d'un problème grave. Cela dit, si on disait, je prolonge et vous me direz si je le fais correctement, votre pensée, si à l'inverse on disait on arrête la chirurgie expérimentale, on ne tue plus, on ne fait plus le crime de souris, de rats, de singes, et par contre, soit on ne fait plus de médecine, c'est un choix de société, hein, c'est un choix de société, et la société ne va pas choisir qu'on fasse plus de médecine. À ce moment-là, on fait de la médecine sur des idées, des convictions personnelles. Bon, on a connu ça les siècles passés. Et la pierre de la folie, hein, on allait enlever la pierre de la folie alors qu'il n'y avait pas de pierre chez les fous. Et bon, on n'a pas fait d'expérimentation pour ça. Donc là, je crois que quand on fait une proposition, il faut savoir si cette proposition est appliquée. C'est valable pour tout d'ailleurs. Quand on fait une proposition, il faut qu'elle soit applicable et qu'on ait les moyens de tester cette application. Se lancer à faire je ne sais pas quoi, notamment de la chirurgie, en se disant ça marchera peut-être, ou j'ai une idée, cette nuit, tiens, j'ai pensé que pourquoi pas. Je ne pense pas que ça soit une alternative possible. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, M. Fégé. Bonjour. J'ai lu que les lésions caractéristiques de Parkinson peuvent être détectées dans le système nerveux et intestinal, Oui. mais même avant que ça apparaisse dans le CNS. Est-ce qu'il y a des tests développés qui sont spécifiques et s'ils sont positifs, est-ce qu'on peut envisager des bonnes méthodes qui peuvent être préventives? Préventif, je ne sais pas. Alors, c'est une très très bonne question. C'est vrai que on a un système qui est fait de façon, je dirais, économique. Enfin, moi, je le vois comme ça. Plutôt que de mettre une serrure différente à chaque porte dans un immeuble de 95 étages, c'est bien d'avoir des passe-partout qui se répètent tous les 10 étages, par exemple. Ça fait faire des économies. Alors, je ne dis pas que que le corps humain a été fait sur la base d'économies, mais d'une certaine manière, on retrouve dans le cerveau toute une série de neurotransmetteurs qu'on retrouve aussi dans d'autres structures, d'autres glandes, et en particulier dans le tube digestif. Moi, j'ai passé une année magnifique au Salk Institute à San Diego, où j'ai appris beaucoup de choses, et où le responsable de mon laboratoire, du laboratoire dans lequel j'étais, Floyd Bloom, disait toujours « Do we have a gut in the brain or a brain in the gut ?» Est-ce qu'on a un cerveau dans l'intestin ou est-ce qu'on a un intestin dans le cerveau? Et toi, tu avais été aussi dans ces coins-là. C'est vrai qu'on retrouve à peu près les mêmes choses. Ça ne veut pas dire forcément que l'un soit la copie de l'autre. Il se trouve que, effectivement, dans la maladie de Parkinson, on observe dans les cellules catécholaménergiques, on va dire, et dopaminergiques en particulier, qui se trouvent ailleurs dans le corps humain, et notamment dans le tube digestif, des phénomènes de dégénérescence qui sont à peu près, on va dire, identiques. Et c'est plus facile d'aller par coloscopie prendre un petit bout de muqueuse du côlon, ou de l'intestin grêle, du côlon en particulier, de l'analyser et de voir que les cellules qu'on connaît bien, elles sont en train de dégénérer, plutôt que d'aller le prendre dans le cerveau,
où elles sont dans des toutes petites quantités, et si on fait le prélèvement, après, il n'y a plus rien du tout. Donc c'est effectivement une autre chose. Alors, est-ce que c'est avant le processus? Ça, on ne sait pas. C'est avant les symptômes, parce qu'effectivement, je vous ai dit que les malades, quand ils commencent leurs symptômes, ils ont déjà fusillé 50 à 70% de leurs cellules dopaminergiques dans la substance noire. Est-ce qu'il en est autant? Est-ce que c'est la même chose dans le tube digestif? On ne sait pas encore, c'est des études qui sont en cours, mais on peut effectivement le voir avant que les symptômes apparaissent. Maintenant, ça veut dire, pour être logique, est-ce que je vais faire une biopsie du côlon à tout le monde qui n'est pas encore parkinsonien pour savoir si celui-ci, éventuellement, il va devenir parkinsonien? Par contre, ça peut être un élément de diagnostic complémentaire. Les éléments de diagnostic actuellement, pour être certain que c'est un Parkinson, il n'y en a pas beaucoup, à part le PET scan que j'ai rapidement évoqué, qui est une technique d'imagerie fonctionnelle du cerveau. Et là, on voit que les neurones ont disparu alors que vous n'êtes pas encore officiellement parkinsonien. Alors, est-ce que c'est plus facile de faire ça ou est-ce que c'est plus facile de faire une biopsie du côlon pour voir qu'on a une dégénérescence? Ça se discute. Moi, je préférais plutôt avoir un PET scan du cerveau plutôt qu'une biopsie du côlon. Mais c'est des démarches qui sont à valider, qui peuvent converger. C'est ça qui est important. Est-ce que ça peut nous permettre de prévenir? Est-ce que, je dirais non, parce que pour le moment, est-ce qu'on sait prévenir une maladie de Parkinson quand on sait que c'est une maladie de Parkinson? Non. Et de le savoir un tout petit peu avant. On n'est pas comme dans le domaine du cancer, où le plus tôt on le sait, le plus efficace on est avec les traitements. Un Parkinsonien qui ne veut pas se traiter, il y a des tas de raisons pour lesquelles certains Parkinsoniens disent « je veux retarder le plus possible », en particulier l'apparition des dyskinésies. Eh bien, on lui dit « c'est votre choix. Si vous voulez être gêné par votre maladie, mais vous trouvez que c'est tolérable, pourquoi pas? Parce qu'on ne meurt pas véritablement de cette maladie. Et le jour où on décide de la traiter, on n'a pas perdu de temps. Alors que dans le cancer, on en meurt, et si on démarre le traitement plus tard, c'est souvent trop tard. Donc dans la maladie de Parkinson, je crois que cette découverte, elle est essentiellement corroborative d'autres éléments de diagnostic, et je dirais presque plus pour comprendre les mécanismes, c'est plus facile d'aller suivre l'évolution de la dégénérescence par des biopsies itératives dans le côlon que d'aller les prendre dans le cerveau. Oui, je voudrais poser une question sur la recherche expérimentale, puisque vous avez un laboratoire magnifique et vous pouvez faire des prélèvements biologiques, spectres de masse, etc. Ma question, c'est, expérimentalement, quand vous faites une stimulation cérébrale profonde chez un animal chez qui vous avez induit, par exemple, une maladie de Parkinson ou son équivalent, est-ce que vous voyez des modifications des noyaux cellulaires? Est-ce que le fait d'avoir une stimulation cérébrale à long terme va entraîner par rapport aux groupes contrôle qui ne sont pas électrostimulés, est-ce qu'il va y avoir des profils d'expression de gènes ou de métabolites qui vont être différents dans un cas par rapport à l'autre? C'est bien évidemment une excellente question. La réponse, c'est oui et non. Non au sens où, je saute un peu, au sens où la stimulation cérébrale, comme je l'ai dit, n'a pas d'effet neuroprotecteur et qu'on a été obligé de se tourner vers d'autres solutions, dont les infrarouges. Néanmoins, on a publié des travaux où, chez des singes, on leur a fait soit une destruction du noyau subthalamique, ce qui pour moi équivaut à une inhibition forte, soit une stimulation mettant des électrodes, et on leur a donné du MPTP, et qui est donc le toxique qui mime la maladie de Parkinson. Et chez ces animaux, on a observé du côté où on avait manipulé le noyau subthalamique, soit par destruction, soit par stimulation haute fréquence, la déperdition neuronale induite par le MPTP du côté stimulé ou lésé était moindre, donc il y avait un effet neuroprotecteur. Un effet neuroprotecteur qui n'est pas très important, et au point que, pour le moment, personne n'a encore vu
de malades stimulés, il y a une ou deux histoires de chasse, c'est tout. Mais globalement, les gens qui sont stimulés, ils continuent à évoluer, comme je l'ai dit. Alors, ça, c'est le côté, je ne sais plus si c'est non, il n'y a pas d'évolution. Par contre, si on prend ce qu'on a fait, un groupe de malades, qu'on a opéré soi-même et pas avec les autres et tout, parce que les essais multicentriques, pour démontrer des choses, ça augmente les écart-types et souvent ça noie les... On a pris 89 malades qu'on avait opérés consécutivement. Et on les a regardés pendant 5 ans, en regardant le matin, pas tous les matins, mais une fois tous les quelques mois, sans traitement médical depuis la veille et sans stimulation, autrement dit, le malade parkinsonien non traité à fond, quel était leur score, puisqu'on sait faire un score dit UPDRS qui va de 0 à 84. Quand vous êtes à 84, c'est vraiment catastrophique. Quand vous êtes à 0, je crois que personne ici est à 0, mais on doit être à 5 ou 6. Donc, ça permettait de tester l'état de la maladie au moment où on teste le malade. Et on s'est aperçu que sur ces malades-là, on en avait 38% qui, d'une année à l'autre, avaient diminué leur UPDRS, donc de base. C'est-à-dire le score était meilleur que la veille de l'intervention. Ça veut dire que la maladie non seulement n'avait pas progressé, mais qu'elle avait peut-être rétrocédé. Et pour la moitié d'entre eux, eh bien, sur 5 ans, on voyait cette... Donc, on a le sentiment qu'effectivement, la stimulation cérébrale, pour répondre cette fois-ci directement à votre question, a un effet neuroprotecteur testé par cet aspect clinique. On pourrait le faire, comme vous le dites, avec tous les éléments d'analyse biologique. Pourquoi on n'a pas tellement poursuivi ça? Parce que, justement, cette amélioration qu'on observe chez le singe, elle est relativement faible et même chez les malades, c'est un petit pourcentage et qui finalement ne peut pas être considéré comme thérapeutiquement utilisable en termes de neuroprotection. Sauf si on décidait d'opérer les malades très tôt. Ce qu'on va faire avec les infrarouges et qu'on aurait pu faire avec la stimulation cérébrale. C'est-à-dire un malade arrive, on vient de diagnostiquer qu'il est parkinsonien, on le stimule tout de suite, puis on regarde s'il va rester stable, alors que normalement les parkinsoniens s'aggravent régulièrement, ou si à la limite il va guérir. Pourquoi on ne l'a pas fait? Enfin, quand je dis on, c'est notre collectivité neurologique que vous connaissez bien et neurochirurgicale, parce que même si c'est une technique qui est minimalement invasive, elle est quand même un peu invasive et décider systématiquement qu'on va implanter un malade pour voir si par hasard on l'empêche de devenir parkinsonien, alors qu'on sait par ailleurs que seulement 15% des parkinsoniens vrais vont avoir besoin d'une stimulation, les autres en général, ils vivent leur vie avec des doses de dopa qui augmentent raisonnablement. Donc c'était un choix difficile pour faire une preuve de concept. Et c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Il y a eu ce qu'on appelle early stim, des études multicentriques où on a regardé les effets sur des malades qu'on opérait plus tôt. C'est quoi plus tôt? 5 ans 5 ans après le début de la maladie. La moitié de mes malades, ils ont été opérés 5 ans. Donc ce n'est pas assez tôt pour être capable de juger ça. Donc il y a probablement quelque chose qui est efficace. Et c'est bien, parce que ça veut dire que globalement, tous les malades qui sont stimulés dans STN, au moins ça ne leur fait pas de mal, ça peut éventuellement les améliorer en termes de survie des neurones dopaminergiques. Mais pas suffisamment pour être protecteur. On dira peut-être la même chose des infrarouges dans 2-3 ans. Je voulais savoir quelle est la fonction de l'insula dans le cerveau. Là, c'est énorme. C'est énorme. Je ne suis peut-être pas le meilleur pour y répondre. C'est une zone qui est
Tu as une réponse, toi? Francis Crick disait que c'était la conscience qui se trouvait là avec Koch. Tout simplement parce que c'est la région qui reçoit le plus d'informations et qui envoie le plus d'informations. Mais Francis Crick est mort, Koch est toujours vivant et il se garde très bien. Oui, non, c'est vrai que c'est une zone centrale. On ne sait pas très bien, effectivement, en gros, à quoi elle sert. On sait qu'elle est appliquée en particulier dans l'épilepsie. Maintenant, on opère, on enlève c'est ça. On enlève des insulas chez des malades dont on a fait la preuve que leur épilepsie démarre dans l'insula, et on le fait en mettant des électrodes d'enregistrement cette fois-ci. C'est pour ça que je disais que c'était facile de stimuler l'insula si on était certain que ça suffisait pour supprimer l'addiction au tabac. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement à quoi spécifiquement l'insula sert, si ce n'est que c'est une zone de rencontre de beaucoup d'influences, beaucoup d'informations, et toutes ces zones, on va dire associatives, entre guillemets, ont des importances centrales, quoi, c'est sûr. Oui, je me demandais, on n'a pas reparlé dans la discussion des tétraplégiques qui pourraient faire bouger les exosquelettes avec leur cerveau. Vous avez expliqué la méthode, ce que vous essayez de faire, mais je n'ai pas bien compris ce que vous avez déjà réussi à faire, ce que vous pensez faire, ce qui est déjà fait ailleurs, comment vous vous trouvez par rapport aux efforts de ce type qui sont faits dans le monde. Très bien. J'avais dit d'ailleurs qu'il y a une diapositive que je n'ai pas présentée en disant que j'y reviendrai, c'est celle-ci. Alors, où est-ce que nous en sommes? J'ai dit qu'on va opérer le premier malade le 10 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine. On travaille sur ce projet depuis pratiquement mon arrivée au CEA, c'est-à-dire pratiquement 10 ans, et on a fait ce que j'ai montré très rapidement, trop rapidement, des manips chez des rats, chez des singes, bien évidemment pas chez l'homme, mais tout ça a progressivement établi un des éléments particuliers de la recherche clinique, qui est d'établir les preuves de concept et en même temps les preuves d'innocuité. Il faut d'une part montrer que ça marche, c'est la preuve de concept, et deuxièmement montrer que ça marche, mais que c'est tolérable, que c'est relativement inoffensif ou de façon acceptable. Voilà. Donc tout ça, on l'a fait, et on a acquis chez le singe en particulier, on sait faire, je n'ai pas montré parce qu'il y avait trop de diapositives, mais elle n'est pas là, d'ailleurs, je crois. On peut avoir le singe que vous avez vu à un moment rapidement. Quand on fait faire ça au singe et qu'on enregistre son activité électrique, on envoie son activité électrique sur le système qui serait chez l'homme, on passe par l'implant, on passe par le traitement du signal, et l'exosquelette qui est tout seul, vide, avec personne dedans, eh bien, il bouge son bras comme le singe le fait. Donc, toute cette étape-là a été faite. Comme je l'ai dit, c'est dû à une circonstance bien heureuse, qui est que le cerveau, finalement, il travaille, on lui dit de faire, il fait, et puis il n'est pas tellement concerné par le fait que c'est utile ou c'est pas utile. Donc, même chez les tétraplégiques, si on dit au tétraplégique de bouger son pied, le cerveau va faire exactement les mêmes images. Enfin, on va recueillir les mêmes images que s'il bougeait son pied, sauf qu'on a tout coupé au niveau de la main. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont démarré à peu près en même temps que nous, et je dirais que je suis très content chaque fois qu'on me dit « Ah, t'as vu, il y a quelqu'un qui a fait ça ». Ils n'ont pas fait la même chose que nous, bien évidemment, et ils ne font pas marcher des gens, mais on a vu au cours des 2-3 dernières années des publications américaines, anglaises, essentiellement, et puis il y en a une plus ou moins franco-chinois, hollandaise, et qui montre qu'on peut, par exemple, chez quelqu'un qui a été amputé d'un membre supérieur, en particulier aux États-Unis, des blessés de guerre, on prend des activités à différents endroits et on active une prothèse qu'on met à la place de la main.
Donc tout ça, ça va dans le sens que l'idée d'aller prendre des informations au niveau du cerveau ou la sortie du cerveau sur des nerfs périphériques peut être utilisée pour activer des neuroprothèses utilisables. Mais personne, pour le moment, n'a fait autre chose qu'activer un bout de bras, et encore pendant des périodes relativement courtes. Le système qu'on a développé est fait pour être implanté définitivement. Enfin, définitivement, ça veut dire que rien ne nous oblige de l'enlever, sauf s'il fallait le faire, au sens où tout est toxiquement contrôlé, qu'il n'y a plus de fil à travers la peau, tout est wireless, comme on dit, et que si ça marche, eh bien, ça peut marcher autant qu'on veut. Ce qui, je vous ai montré, je pense, pour juste... Ben ça, par exemple, voilà une diapositive qui correspond, qui illustre un peu ce qu'on veut faire, et je crois même que celui-là, il doit bouger. Ah non. Bon. Si je reviens, donc nous, on en est là. On a développé des implants qu'on met sur le cerveau à l'endroit où se situent les activités, c'est-à-dire dans la région sensitivo-motrice. Le malade est installé dans l'exosquelette, c'est l'exosquelette tel qu'il est actuellement, ils sont strappés là-dedans, et l'exosquelette tient debout tout seul, et également, quand il y a le malade dedans, il le tient. Et le malade a ici un bandeau, simplement, qui lui permet à la fois d'alimenter l'implant, parce qu'il y a une antenne qui va capter, un peu comme on recharge sa brosse à dents électrique le matin, et capter au retour les informations neuronales qui partent par là, et il les envoie au paquet d'ordinateurs qui vont traiter ces données et le faire marcher. Et je croyais que celle-là était animée. On a une vidéo qui montre, c'est pas autre chose qu'une vidéo, que ce système peut avancer. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va être capable de faire jeudi prochain? On va être capable d'implanter ces deux implants chez le malade qui a été sélectionné. Il y en a un autre qui est sélectionné pour le mois d'octobre. Et une fois que la peau est refermée, on peut tout de suite aller regarder si on enregistre ou pas du signal, et on peut tout de suite aller traiter ce signal pour lui donner des ordres, lever le bras, etc. Comme j'ai dit au labo, si on arrive à faire bouger un petit bout par la volonté du malade, je paye le champagne, mais j'irai l'acheter après, pas avant, parce que ça porte malheur. Donc, c'est ce qu'on attend. Une fois qu'on a obtenu ça, ça ne veut pas dire pour autant que le malade, le lendemain, il va se lever et promener dans les couloirs. Pourquoi? Parce qu'il faut entraîner le malade. Les logiciels qu'on utilisait, il fallait faire d'une manière ou d'une autre les mêmes mouvements pour qu'il y ait une correspondance entre l'activité qu'on enregistrait et le mouvement qu'on voulait faire. Et ça prenait du temps, ça prenait à peu près 2 mois pour établir une correcte correspondance. On a un mathématicien de génie, Andrei Yelisseev, qui travaille dans notre groupe, à qui j'avais dit qu'il faudrait qu'on trouve un moyen pour que ça se fasse automatiquement plutôt que de passer par ces étapes de calibration qui sont trop longues. Et il a cherché, il a trouvé, et on a une méthode qui, en 10 minutes, calibre le système. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, notre malade il va être capable de bouger un bras robotique et éventuellement de bouger une jambe robotique. Un peu comme le fait un enfant, parce que mes petits-enfants que j'observe plus que je n'ai observé mes enfants, eh bien, je me suis aperçu qu'ils s'approprient progressivement des fonctions par erreur, essai-erreur, et ça marche comme ça. Et le système auto-adaptatif de Andrei, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que le malade aura été installé dans cet ensemble, il sait très bien comment ça marche, il essaiera de bouger, il bougera quelque chose. S'il bouge le pied alors qu'il veut bouger la main, eh ben, il se rendra compte que ce n'est pas ça, et il fera un effort. Et le meilleur atout qu'on a, là, c'est le cerveau du malade. On n'a pas d'hypothèse à faire, je ne sais pas comment il fonctionne, tout ce qu'on sait, c'est qu'il fonctionne bien. Et le cerveau du malade va faire, on l'a vu chez le sein, il s'adapte jusqu'à aboutir à un geste adéquat.
Et je termine ma réponse à madame. Donc ça, on est très confiant. Par contre, on sait qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas. La marche automatique, ce n'est pas impossible à faire. On a des logiciels qui font ça et que vous marchez. C'est mettre un pied devant l'autre et puis on recommence, la comptine quand on avait enfant. Par contre, il y a quelque chose qui est très difficile à régler, qui est l'équilibre. Et c'est un peu comme les hélicoptères. Un hélicoptère en vol stationnaire, c'est facile, si j'ose dire. Se tenir debout, c'est facile. Et le robot, là, avec ou sans malade dedans, il se tient debout, il est équipé avec ce qu'il faut, de gyroscope et tout. Par contre, quand je marche, qu'est-ce que je fais quand je marche? Je me mets en déséquilibre, je tombe en avant, l'hélicoptère, il se bascule, et on court après son centre de gravité. Et ça, c'est pas facile. Et c'est là que je voulais montrer... je vais peut-être répondre à ta question, si elle est toujours dans le BCI. Je voulais dire que je pense que c'est comme quand on apprend... Est-ce qu'on apprend pour finir à rouler en vélo? Pour finir, un jour, on sait rouler en vélo et on n'a pas fait d'exercice particulier. Voilà ce que je voulais dire. C'est exactement ça. C'est en se fondant sur ce principe-là que c'est possible. L'important, c'est de savoir que c'est possible. Rien n'est impossible. Donc, de savoir que c'est possible, ça permet de le faire. Et j'essaie de récupérer ma souris, là. Voilà. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. La solution, elle est dans cette boîte-là qui appartenait à Google, qui l'a revendue parce que ces vidéos ont eu un effet très néfaste sur la politique de Google, parce qu'on leur a dit, voilà, vous êtes en train de fabriquer des surhumains. Alors, ce n'est pas des surhumains, vous allez voir. C'est des robots, hein. Voilà. C'est un robot autonome. Hein. Alors, vous allez voir, attendez, c'est rien, ça, tout ça, c'est facile. Donc là, il pousse, il sort, il y a de la neige, terrain inégal, il ne va pas chercher ses skis, il fait mieux, il va se prendre les pieds dans des brindilles, il va déraper, il va se rattraper, je ne suis pas sûr que je me serais rattrapé aussi bien. Voilà, regardez ça. Hein? Voilà. Regardez ça. Hein? C'est un robot. Alors lui, la différence... Encore deux questions rapides. Ouais. Ok. Il faut qu'il y ait un meneur de jeu. Je vous laisse faire. Voilà. Donc, j'arrête ça parce qu'on pourrait continuer longtemps. On est en pourparlers avec cette société pour leur dire que nous, ce qu'on sait faire, c'est avoir quelqu'un dans un robot. Là, il n'y a personne dans le robot. On sait piloter l'activité du robot par l'activité cérébrale du malade. Et là, c'est un programme qui le fait, mais c'est un programme autonome. Hein. Il a ici des caméras de télévision, il sait où il est. C'est un peu comme un avion en vol automatique. Et par contre, nous, ce qu'on ne sait pas faire, c'est toute la gestion de cet équilibre. Donc, on a pour parler avec eux, le CEA et Boston Dynamics en Californie, pour faire une fusion entre ce qu'ils savent faire et ce qu'on sait faire, et aboutir à un exosquelette, comme vous l'avez vu, et un malade dedans, mais qui a la capacité colossale d'être suffisamment autonome pour gérer son équilibre et sa marche en même temps. Donc ça, c'est le futur. Je suis un tout petit peu inquiet de vous entendre dire que tout ça repose sur l'hypothèse que le cerveau a la même activité qu'on fasse l'action ou qu'on a l'intention de la faire. Parce qu'il y a quand même des fois où on a l'intention de donner une claque à quelqu'un, on pense qu'on va la donner, mais on ne la donne pas. Donc je me demande s'il n'y a pas des dérives possibles et indésirables dans le fait que ça se repose sur cette hypothèse relativement simple, voire simpliste. Alors, toute dérive est possible dans toutes les situations, ça c'est clair. Cela dit, ce n'est pas une hypothèse. Ce que j'ai peut-être pas assez montré, c'était que c'est une réalité, et je suis passé assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais voilà, ça, c'est une activité réelle enregistrée par magnétoencéphalographie. Elle représente le mouvement, elle correspond au mouvement de la main droite. Si je demande à cet individu de faire comme ça
avec sa main droite, acte volontaire, piloté par le cerveau. Le pilotage par le cerveau, il est celui-ci qui va aller au bras et faire ça. Maintenant, je lui dis, pensez que vous êtes en train de le faire, mais ne le faites pas. Eh bien, on va avoir la même activité. Et le tétraplégique, je vais lui dire, bougez votre jambe, et il ne peut pas, on va avoir la même activité. Donc, ce n'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. On a mis un certain temps à en avoir la preuve. Donc, et chez les malades qu'on va implanter, on les a déjà passés dans ces tests de magnétoencéphalographie qui sont non invasifs, et on leur a demandé de suivre le protocole qui est pensez que vous bougez la main droite, bougez la main droite. On ne leur dit pas bougez les pieds parce qu'ils ne peuvent pas, mais on leur dit faites démouliner des pieds. Donc le tétraplégique n'aura pas la possibilité de penser à une action sans vouloir la faire. Ah, j'ai pas dit ça. D'abord, nous ne faisons pas d'actions sans vouloir les faire. On n'a pas une grande conscience, il faudrait que Stanislas Dehaene soit là pour répondre mieux à la question, mais on n'a pas une conscience véritable de ce que l'on fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait qui sont en tâches cachées, comme on dit. Alors, on va prendre deux dernières questions, si ça vous dérange pas, parce que déjà... Juste sur ce fil, s'il vous plaît, avec un exemple concret, mais il y en a sans doute d'autres, par exemple les acouphènes subjectifs. Donc là, on a un phénomène capté par le cerveau qui n'existe pas. C'est un peu en symétrie de ce qui vient d'être dit. Alors, je ne sais pas du tout, vous avez déjà découvert des tas de choses passionnantes. Si vous connaissez, par exemple, une autre structure qui travaille là-dessus, ou si vous-même, vous avez déjà... Donc, vous voyez le principe, c'est-à-dire que le cerveau entend parfaitement des fréquences au niveau ORL tout à fait inexistantes. Alors, oui, une hallucination, c'est la perception par le cerveau de quelque chose, et qui n'est pas une perception directe. Hein. Mais si je m'imagine en train de traverser la chapelle Sixtine, ce que j'ai fait la semaine dernière, je peux m'imaginer que je le fais, je n'y suis pas. Donc je peux imaginer un acte et me le visualiser très bien, même si je ne suis pas en train de le faire. Les acouphènes, faites bien d'en parler. Effectivement, beaucoup de gens en parlent actuellement parce que ça gêne beaucoup de gens. Et moi, j'étais assez sceptique. Et bon, il y a des gens en Allemagne, M. Birnbauer, qui est très spécialisé dans ce domaine, au point que finalement, on a adhéré à un protocole de recherche clinique multicentrique et qu'on a opéré déjà 2 malades. C'est mon collègue et successeur Stéphane Chabardès qui fait ça, en mettant des électrodes au niveau du cortex auditif, et on envoie une fréquence qui n'a pas de signification et qui, par contre, permet aux malades de moins percevoir ces hallucinations. Par contre, elles ont une visualisation réelle parce que ces malades-là, en MEG, on voit une activité dans la zone du cortex temporal, auditif. Donc, comment ça marche? J'avoue que je ne me suis pas trop penché là-dessus, sauf à lire ce que les autres font et font bien. Mais dans notre cas, on a adhéré à ce protocole et 3 malades sont sélectionnés. Il y en a un qui a été opéré déjà par Stéphane Chabardès. Et il y a un effet objectif. Alors moi, je suis toujours un peu étonné parce que j'ai des acouphènes comme tous les gens de mon âge. Ils ne me gênent pas beaucoup. Il y a des moments où je ne me rends pas compte que j'en ai. Est-ce que je ne me rends pas compte ou est-ce que je les ai quand même? Mais il y a des gens pour qui c'est une horreur, quoi. Ça leur brouille complètement l'existence. Et ça vaut la peine. On dit que certains se suicident. Ouais. Alors quelle est la relation directe? Je ne suis pas qualifié pour en parler. Mais de fait, il y a une efficacité de l'implantation d'électrodes de stimulation dans le gyrus de Hertz.
Oui, c'est une question sur l'éthique, monsieur. Vous avez beaucoup parlé de ces questions de responsabilité et d'éthique. Je voulais vous poser une question personnelle. Quand vous avez pris la décision d'opérer cette jeune fille de 5 ans pour la maladie qu'elle avait, est-ce que vous l'avez prise seule ou est-ce que vous vous êtes entouré d'un collège de collègues, du directeur de l'hôpital, je ne sais pas, est-ce que vous avez pris cette décision indépendamment de l'avis des autres ou vous vous êtes entouré d'avis convergents? Alors, je vais répondre encore en normand, même si je ne suis pas d'origine normande, oui et non. Non, il n'y avait pas de collège. Il n'y avait pas de collège. D'abord, on a pris la décision avec la famille. Sous-entendu avec le malade, mais 5 ans, c'est la maman qui décide. Donc, c'était déjà une décision concertée avec l'individu et ses ayants droit. Deuxièmement, quand on travaille dans un environnement hospitalo-universitaire pendant 30 ans, on fonctionne, comment dirais-je, implicitement en conclave, pas en conclave parce que c'est fermé, en conseil, en groupe. C'est-à-dire qu'il y a une attitude globale dans l'équipe. Quand vous êtes le responsable de l'équipe, vous êtes le porteur de ça, et vous le faites quand même en accord avec la politique générale de votre équipe qui est à l'intérieur de l'hôpital. On sait ce que vous faites, donc prenez pas tous les jours des décisions extraordinaires. Et qui peut mieux que celui qui est responsable pénalement, c'est-à-dire le chef de service, c'est-à-dire moi, prendre ce risque sans partir dans des discussions dont on sait très bien qu'elles vont durer, s'amplifier. Donc j'ai pris cette décision avec la famille, mais cette décision, elle était la conséquence d'une connaissance particulière, en particulier à Grenoble, dans mon équipe, où on était quand même ceux qui avons initié toutes ces démarches de stimulation, et où tous les membres de l'équipe autour, en particulier Stéphane Chavardès, qui maintenant a pris ma suite, ça fait un consortium permanent. Alors, il est évident, je ne me souviens pas qu'on soit assis un jour en fermant la porte et en disant voilà ce qu'on va faire et tout. Bon, quand on fait le planning opératoire, comme on dit je vais opérer ça, puis ensuite on explique les cas. Et les gens en discutent. S'il y a des oppositions manifestes, on voit qu'est-ce qu'on fait avec ces oppositions. Mais ce n'est pas vraiment la démarche de style présenter un cas devant un auditoire dit spécialiste qui va analyser les tenants et les aboutissants et qui se met à votre place finalement. Donc là, moi j'ai pris mes responsabilités, comme on le fait souvent. Quand on opère des choses qui sont validées depuis des années, dans la chirurgie tumorale ou des anévrismes, n'importe quoi, il y a des moments où il faut prendre des décisions. On ne va surtout pas réunir un conclave. On va prendre ça sur la base de ce qu'on a appris, sur la base de ce qui est la stratégie et la philosophie du groupe, dont on est tous imbibés. Alors vous me direz, est-ce que ça a valeur de loi? Je vous répondrai non, mais ça a valeur de justification de celui qui prend la responsabilité, mais responsabilité au sens d'assumer également les conséquences de sa responsabilité.